Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue ce matin à cette conférence de la COP 15 à la Stratégie nationale biodiversité 2023-2030. Situer le contexte, après la conférence mondiale sur la biodiversité de Nagoya en 2010, face au constat d'échec qui a été tiré par l'ensemble de la communauté internationale, les évaluations scientifiques qui nous montrent que la dégradation de la biodiversité augmente, que les pressions ne diminuent pas, et qu'aucun des 20 objectifs pris en 2010 pour la biodiversité n'a été complètement atteint. Et donc je reprends, il n'est plus contesté que l'érosion de la biodiversité met en péril la qualité et les conditions de vie des générations actuelles et des générations futures. Les raisons, on les connaît, elles sont d'origine humaine, artificialisation des sols et des écosystèmes, surexploitation des ressources naturelles, espèces exotiques envahissantes, pollution et changement climatique. Alors de l'échec de l'objectif d'une vie en harmonie avec la nature, qui était le titre du sommet de Nagoya, à un pacte de paix avec la nature, qui est le titre de cette dernière conférence, nous accueillons ce matin pour nous faire part de leur regard sur les conclusions de cette conférence et la traduction à l'échelle du territoire français, Marius Ruchon, Denis Couvet, Virginie Dumoulin, qui nous rejoindra un petit peu plus tard, et enfin Bernard Chevassiou-Louis, président de notre association. Et on va commencer ces échanges avec Marius. Marius, qui est un naturaliste de toujours, engagé très tôt dans diverses associations naturalistes. Et pendant vos études, Marius, de biologie marine, vous avez créé l'association Les Bléroudeurs, qui compte aujourd'hui plus de 500 membres et dont vous ne manquerez pas de nous parler, j'imagine. Et si je ne me trompe pas, vous avez suivi des études d'ingénieur agronome à AgroParisTech. Mais ce matin, nous vous avons invité parce que vous avez suivi de l'intérieur cette dernière conférence internationale pour la biodiversité en qualité de jeune délégué pour la biodiversité au sein de la délégation française. Alors Marius, quel regard portez-vous sur les conclusions de cette 15e conférence ? Qu'est-ce que vous retirez de votre expérience en tant que représentant de la jeunesse dans la délégation interministérielle française ? À vous. Bonjour à toutes et à tous. Déjà un honneur d'entamer cette conférence. Merci de m'avoir invité. Alors effectivement, Marius Ruchon, bon, on m'a présenté, donc je vais pas développer davantage. Mais j'ai eu la chance d'être à Montréal en décembre dernier pour la COP 15, donc la 15e conférence sur la Convention sur la diversité biologique organisée par les Nations Unies, avec un titre un petit peu pompeux de jeune délégué biodiversité. Pour représenter les jeunes au sein de la délégation interministérielle. Alors j'ai commencé par cette photo. Vous pourriez croire que c'est dans la pampa québécoise, mais non, c'est au Jura. Et je voulais commencer par ça parce que en fait, quand je me suis baladé dans les coins un peu, je me suis dit quand même, dans le Jura, en France, on a quand même des beaux paysages qui ressemblent aussi au Québec. Donc j'ai commencé par ça. Donc on peut faire de la prochaine diapo. Donc là, voilà une petite photo pour entamer de Mont-Tremblant, donc un parc national au nord-ouest de Montréal. Et donc ça, j'ai mis les différents logos des associations en fait, qui ont joué dans mon investissement et dans la transformation de mon engagement à la COP. Donc qu'est-ce que c'est le programme Jeunes Délégués ? Je vais commencer par là. En fait, c'est un programme qui a été co-construit par différentes associations étudiantes, à savoir JAC, les jeunes ambassadeurs pour le climat, pardon, le RESES, qui est un réseau étudiant, et Climate. Donc trois associations qui ont pour objectif aussi de vulgariser les enjeux climatiques de biodiversité à la jeunesse. Et donc ce programme, il a été coporté par ces trois associations et par le ministère de la Transition écologique. Donc voilà, c'est un programme qui a été porté par ces différents organismes. En fait, il existe depuis un petit moment pour le climat. Donc il y a deux jeunes délégués climat qui ont un mandat de 2 ans qui vont régulièrement au COP Climat, donc c'est tous les ans les COP Climat. Et moi j'ai inauguré le programme pour la biodiversité et c'est tous les 2 ans les COP Biodiversité, c'est ça la différence. Donc la COP 15, c'était la première fois qu'une délégation interministérielle, parce que la délégation c'est pas que le ministère de la Transition écologique, c'est aussi le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Recherche, un peu moins le ministère de l'Agriculture, mais bon, on en reviendra, on en reparlera. Et donc voilà, j'ai été à ce titre-là. Donc en fait, je vais commencer par là, mais ça me mettait dans une position des fois peut-être un peu difficile, on en reparlera aussi un petit peu après, où j'étais en même temps là en tant que jeune, donc pour porter les voix de la jeunesse, et en même temps j'avais un pied dans la délégation interministérielle qui me donnait un devoir de confidentialité, je ne devais pas dire n'importe quoi, évidemment, parce que j'avais l'étiquette ministère. Donc j'étais attaché à la communication. Donc
Donc c'était pas forcément tout le temps évident. Voilà. Alors oui, j'ai mis ces deux photos parce qu'à la base, je suis pas du tout dans ce milieu-là. Donc là, à droite, c'était à l'hôtel Rocklore, donc le ministère de l'Environnement. Donc je ne suis pas du tout habitué et à l'aise, on va dire, avec le costume là. Et je suis plus normalement comme ça, avec les bottes et la tenue de terrain. Donc ouais, c'était juste pour plaisanter. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était une transformation de mon engagement qui est depuis toujours naturaliste. Donc moi, je suis creusois, j'ai oublié de le dire, je le dis tout le temps d'habitude. Donc un engagement naturaliste de terrain dans différentes associations naturalistes, le GMHL, la SFEPM, etc. Et donc ce programme, donc ça fait 1 an et demi que je suis jeune délégué biodiversité, là ça s'achève avec la COP. Mais voilà, c'était surtout c'était l'occasion, là, comme là, de discuter avec Monsieur Béchu avant de partir à la COP, de parler des positions de la jeunesse et de nos revendications. Donc là, je vais essayer, oui, ça va être un peu informel, hein, c'est un peu un diapo, ça fait comme si c'était des diapos de vacances, mais ça c'est un support pour expliquer un peu la chronologie de ce qui s'est passé. Donc là, nous sommes arrivés au Canada, à Montréal, au Palais des Congrès. Vous avez à gauche un des représentants des communautés autochtones, avec un nom un peu imprononçable, donc je vais pas forcément le faire. Remarque à droite, pareil, puisque c'est le président de la COP. La COP 15 était sous présidence chinoise. Je vous rappelle juste qu'elle devait se passer 1 an et demi avant, et que pour problème de Covid, elle a été décalée. Ça devait être à Kunming, c'est pour ça qu'on parle de la COP Montréal-Kunming, ou les accords de Kunming-Montréal. Donc ça, c'est le président chinois de la COP 15. Donc c'est vrai que c'était l'inauguration, et c'était un peu fort en émotion, notamment quand il y avait les interventions des représentants des communautés autochtones, parce que c'était un des défis, un des challenges de cette COP, c'était d'intégrer la prise en compte et dans la gouvernance aussi de la biodiversité de ces communautés autochtones-là. Donc j'enchaînerai sur cette photo. Pourquoi j'enchaînerai sur cette photo? Parce que c'est vrai que quand nous, jeunesse, on nous parle des COP, c'est quelque chose qui est quand même relativement lointain, abstrait. Et souvent, quand on lit à travers les médias, on n'a pas idée en fait des processus, on n'a pas idée des gens qui sont derrière. Et c'est vrai que moi, un des premiers regards du coup que je porterai, ce sera un regard de forme. Évidemment, sur le fond, il y a plein de choses intéressantes, j'y reviendrai après. Mais sur la forme, moi, ça m'a vraiment permis, pour être un peu innocent, naïf et ne pas connaître ce milieu-là auparavant, ça m'a permis de comprendre les mécanismes onusiens, des COP qui sont vraiment pas évidents à comprendre, et ça permet d'expliquer le pourquoi c'est lent en fait. Et ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait énormément de personnes investies et mobilisées, toutes ces mains de l'ombre dont on ne parle jamais, et qui sont aussi des personnes passionnées pour la biodiversité. Alors je ne fais pas de la promo du ministère, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui m'ont impressionné par leur engagement et leur détermination dans cette COP-là. Oui, donc par rapport au processus, c'est vrai que moi souvent on me dit, quand je suis revenu, parce qu'après j'ai fait des conférences pour expliquer ce que j'ai fait, on me dit voilà, pourquoi ça va passer vite, la COP, pourquoi ça va passer vite. Et justement, ça, je trouve que dans les médias, on l'explique pas assez. Vraiment, je vais mettre comme ça. On l'explique pas assez dans les médias. C'est en fait, la COP, c'est une solution parmi les autres au problème d'érosion de la biodiversité. Est-ce que ça sert à rien? Est-ce que ça sert pas à rien? Non, je pense qu'on ne peut pas dire que ça sert à rien, sauf que c'est une solution parmi les autres, un problème global, donc une solution globale où c'est les États qui sont acteurs en fait. Donc c'est pour ça que c'est lent. L'ONU, ça veut dire que c'est à l'unanimité. Donc forcément, quand il y a 197 États signataires, eh on se rend compte aussi de la réalité des choses. Quand on a, moi j'ai assisté à différentes bilatérales, donc des réunions où il y a différents ministres, enfin en l'occurrence 2 ministres représentants de pays. Donc par exemple, je me rappelle d'une bilatérale entre l'Inde et la France. Bon, ben en fait, moi qui suis d'AgroParisTech, qui promeut l'agroécologie, et quand il nous dit oui, ben moi j'ai plus d'1 milliard de personnes à nourrir, etc., et qu'on a besoin des phytos, etc. Bon, enfin, en fait, je veux dire que ça apporte aussi un peu de. Alors c'est un peu déprimant, c'est vrai aussi. Mais ça apporte un peu, peut-être, je ne sais pas si c'est du pragmatisme, mais en tout cas un peu de recul sur la situation. On sort un peu du contexte creusois, limousin, français, européen, pour avoir un peu plus de vue sur cet ensemble-là. Donc forcément, à propos des pesticides, il y a des pays qui bloquent. Et on se rend compte qu'en fait, moi ça je m'en rendais pas compte, mais que l'Union européenne, et en particulier la France, était très engagée, encore plus la Belgique. Et c'est vrai qu'il y a des pays qui ont des positions de blocage systématiques, notamment l'Argentine, notamment le Brésil, parce que des pays agricoles, et voilà. Alors cette petite diapo, c'est pour parler de la jeunesse. Alors la jeunesse, donc c'est vrai que moi j'étais en tant que jeune, vous avez 20 fois que je le dis. Et en fait, donc moi j'avais ce statut particulier de jeune délégué, c'est pas que la France.
c'est pas que la France, il y a plusieurs pays européens qui ont des jeunes délégués. Alors, il y en a plein où ils n'en ont pas. En fait, les pays qui en ont, c'est notamment les pays scandinaves. Tous les pays de l'Est n'en ont pas, l'Espagne n'en a pas, les pays d'Europe du Sud n'en ont pas. Et en fait, c'était surtout l'occasion voilà, de se rencontrer entre jeunes délégués, mais surtout aussi de rencontrer le réseau mondial de la jeunesse pour la biodiversité qui s'appelle Gibbon. Alors j'ai mis le logo au début, je ne l'ai pas remis là. C'est The Global Youth Biodiversity Network. Il faut savoir qu'en fait, à l'occasion des COP, donc vous savez, c'est les États membres, 197 qui sont membres, mais à côté, il y a des observateurs, des membres observateurs. Dans ces membres observateurs, il y a des ONG, il y a des entreprises, mais il y a aussi les jeunes. Et en fait, Gibbon, Global Youth Biodiversity Network, c'est le représentant officiel de la jeunesse au COP. Et donc, en fait, moi, j'avais aussi un pied là-dedans et un pied en tant que jeune délégué. Et mon but, Virginie, j'étais avec Virginie qui assistera après, qui parlera de la COP aussi. Mais mon but aussi, c'était de faire du lien entre les jeunes qui étaient là en tant que Gibbon, donc pas au sein de la délégation interministérielle, mais mon but, c'est de faire du lien entre eux et les gouvernements. Donc en fait, on organisait des réunions où Gibbon, les jeunes de Gibbon exposaient les positions de la jeunesse. Voilà. Donc moi, en fait, l'idée, c'était de faire du lien entre la jeunesse et les États. Et ça, tout le monde le faisait entre tous les pays. Donc le jeune délégué suédois, il allait faire ça avec son pays, les Belges, etc. Et donc en fait, on faisait une sorte de lobbying jeune. Et moi, j'essayais de faire le pivot entre ces deux-là. Donc là, c'est des éléments de fond. J'imagine que les autres intervenants y reviendront. C'est pour ça que je voulais pas y passer non plus énormément de temps. Non? Si, non, vous en reparlerez? Bon, alors je vais pas y passer beaucoup de temps. Mais donc là, c'est le coup de marteau du président chinois à la fin de la COP. Alors là, on voit pas, mais donc il était 3 h du matin quand même. Donc moi, je m'étais endormi à peu près 10 minutes, un petit peu avant. C'était très fatigant. Parce qu'en fait, à la fin, le document, donc le document cadre sur la biodiversité post-2020, ça a été compliqué. Et en fait, c'est les Chinois qui ont après essayé de faire un document consensuel. Et après, la séance devait commencer, je ne sais plus, peut-être vers 19 h. Et en fait, ça a été à 3 h du matin parce qu'ils devaient rédiger un document assez consensuel pour le passer en plénière. Donc ça, c'est un séance de plénière à 3 h du matin. Voilà. Donc voilà, vous voyez les grands points forts de l'accord de Kunming-Montréal. Donc le fameux 30-30, 30% des terres et des mers protégées. La réduction de 50% des risques associés. Donc vous voyez le mot risque. Et alors ça, petite parenthèse, mais ça c'est aussi un riche enseignement, enfin en tout cas un regard que j'ai eu par rapport à ça. Il faut bien s'imaginer que la COP, donc là il y a des plénières, mais c'est surtout plein de petites salles, où il y a une table comme ça, clac, un diapo, un Word, et donc il y a un président de séance qui affiche des articles qui font 4-5 lignes, et pendant 2, 3, 4 heures, les négociateurs, donc un négociateur c'est un représentant de chaque pays qui parle de ces sujets, et ben ils vont essayer de changer un mot en un autre, d'essayer d'en rajouter, etc. Et en fait c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, mais là vous voyez la fille qui est ici, elle a des crochets autour de la tête. Et là-bas on appelle ça des brackets, en anglais quoi. Et en fait, il y a marqué sur sa tête « No more brackets ». Parce qu'en fait, quand on n'est pas d'accord, quand les pays ne sont pas d'accord sur quelque chose, on met des crochets. Et en fait, on met en suspens, et après, on va renégocier. Sauf que bon, on est arrivé à la fin, il y avait encore un paquet de brackets. Donc les jeunes se sont aussi mobilisés pour dire « No more brackets », donc on arrête les brackets. Ça, c'est impressionnant. Hein. C'est vrai que moi, pour avoir assisté à beaucoup de ces séances-là, en fait, on passe des fois des heures et des heures sur des mots, parce que les mots ont des sens, et les mots ont un sens, et on s'en rend bien compte. Voilà. Ça c'était la salle à droite où on travaillait parce que du coup on était regroupés dans la salle Union Européenne et on était dans des espèces de blocs comme ça, donc ça c'était la salle France. Voilà. Et là je préparais une réunion pour le lendemain qui était justement entre Monsieur Béchu, Madame Couillard et des jeunes pour parler justement de l'intégration de la jeunesse dans la gouvernance biodiversité à l'échelle nationale. Ça c'était un vrai objectif. Moi quand je suis arrivé à la COP, je me suis dit ok, là j'arrive sur la scène internationale. Qu'est-ce que je vais bien faire pour donner un peu un sens à mon engagement ici? Je me dis, voilà, je suis naturaliste, je connais la biodiversité, je connais les acteurs de terrain. On va essayer de profiter de cette occasion pour rencontrer des gens que j'aurais jamais pu rencontrer, des ministres, le directeur général de l'OFB, etc., pour essayer de leur glisser quelques mots et justement de se rendre compte qu'il y a une lacune en France. Dans d'autres pays, c'est pas le cas, mais que la jeunesse est pas vraiment intégré dans la gouvernance biodiversité, dans différentes instances. Et donc nous, c'était un peu notre objectif de glisser quelques mots à chaque fois dans ces réunions-là. Voilà. Je sais pas du tout combien de temps.
Ah oui, ok, peut-être falloir que j'accélère. Donc ça c'était à la fin, de la après qu'il ait mis le coup de marteau. Donc il était tard, 4-5 heures. Donc là vous reconnaissez monsieur le ministre Béchu et là une partie de la délégation. On était environ 35 dans la délégation. Et donc là, ça c'est de retour en France. Et donc mon objectif, moi surtout, c'était de valoriser cette expérience-là, comme je le fais actuellement, et de faire passer le message, la bonne parole. Donc ça, je l'ai fait de différentes manières. Là, vous reconnaissez Francis Salé, à la Terre au Carré. Donc ça, j'ai eu la chance d'être à la Terre au Carré pour parler de la COP et de Blé Roudeur, entre autres. On a fait aussi des interventions, j'ai fait des interventions à AgroParisTech, j'ai fait des interventions aussi en haut à droite, dans les écoles. Là, c'était une fac de droit. Donc c'était qui allaient se spécialiser dans le droit de l'environnement, à l'Académie du climat. Enfin, beaucoup de vulgarisation pour expliquer un peu comment ça se passe. Donc comme on parle biodiversité, je voulais quand même afficher et quelques bestioles. Donc ça c'est une citelle à poitrine blanche, normalement c'est des vidéos mais on voit rien. Le cerf de Virginie à droite que vous apercevez entre deux arbres. Et là c'est un lac vers le Mont Tremblant aussi qui est complètement gelé. Donc là on a fait 5 km de raquettes, j'ai jamais autant souffert physiquement parce qu'il y a de la neige à peu près comme ça. J'enchaîne et je finirai par ça. Par l'association Blé Roudeur que j'ai créée, que je préside, donc ça fait maintenant presque 3 ans. Donc l'association, justement, il y a beaucoup de liens avec Humanité et Biodiversité, puisque l'objectif, c'est de faire du lien entre la jeunesse et le réseau associatif naturaliste. Mais en fait, depuis que je suis engagé, depuis le collège, il n'y a quasiment pas de jeunes, très peu de jeunes. Et c'est parce qu'en fait, on ne nous donne pas les clés, on ne nous donne pas quand on est au collège, au lycée, on ne nous montre pas que ça existe, les associations d'études de la biodiversité. Donc l'objectif, nous, c'était de s'implanter dans les campus, pour essayer de faire le lien. Et donc maintenant, on est plus de 500 membres. On a 50. Là, la prochaine, c'est Montpellier. Donc La Rochelle, Paris, Chambéry, Nancy. Et on a chaque fois lié des établissements supérieurs. L'idée après, c'est de se développer aussi au lycée. Mais voilà, ça marche bien, on est content. Et voilà. Ça, c'est quelques images des types d'activités ce qu'on fait. La base, c'est vraiment le terrain. Ça, c'est la base de la base. Après, on fait des formations aussi naturalistes, de l'auto-formation, des naturalistes. Et je finirai juste là-dessus avec un mini-film, parce qu'en fait on est parti cet été en Guyane, on a organisé une mission naturaliste avec 21 jeunes, dont 2 de l'IFCAM, qui est une école de film animalier. Donc là, je vais vous diffuser juste une petite bande-annonce du film. Et si vous voulez venir à AgroParisTech pour le vernissage de l'exposition photo de la mission Taïra, vous êtes la bienvenue, c'est le mardi 11 avril à 18h. Voilà. Donc ça, c'est une araignée gladiateur, une araignée qui jette de la toile sur ses proies. Voilà. Et donc on peut lancer le petit film.
Ben, merci beaucoup, Marius. C'était très, très intéressant. Et puis d'avoir la vision de l'intérieur. Et puis, comme tu l'as exposé, avec franchise, avec découverte, pas un discours techno. Donc, ça, c'est très agréable pour nous, en tout cas. Merci, merci de ton engagement et puis d'avoir partagé cette expérience avec nous. Et donc, Marius, tu l'as dit, à Montréal, donc les États sont à nouveau engagés pour 10 ans, avec notamment 23 cibles pour que d'ici 2030, la biodiversité soit mieux conservée, restaurée, utilisée avec sagesse, etc. Et je vais passer la parole à Denis Couvé, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, professeur associé à l'Université de Lausanne et à Sciences Po Paris, qui a été aussi professeur associé à l'École Polytechnique. Je ne vais pas faire tout son CV, je vous rassure, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, Denis, et depuis janvier 2021, tu es président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et à ce titre, c'est en juillet 2022, donc quelques mois avant le sommet Kunming-Montréal, que les 139 pays membres de l'IPBES qui est à la biodiversité, ce que le GIEC est au climat et dont la FRB fait partie et membre. Donc en juillet, l'IPBES publiait le résumé pour décideurs du rapport dédié à l'utilisation durable des ressources naturelles, dans lequel elle exhorte au changement transformateur dans la relation que l'humanité entretient avec la nature. Selon toi, est-ce que le pacte pour la paix avec la nature adopté à Montréal va permettre ces changements transformateurs recommandés par l'IPBES ? Merci Sandrine pour cette introduction. Oui, c'est les changements transformateurs, de toute façon, c'est à tous les niveaux que ça doit se faire. Donc c'est au niveau des collectivités locales, au niveau des États, au niveau des entreprises, on va y revenir, de la société civile. Donc, et là, c'était les Nations Unies. Donc les Nations Unies essayent de faire ce qu'elles peuvent, mais ce n'est pas elles qui vont faire l'ensemble. Hein. Donc c'est un accord mondial, c'est un essai de gouvernance mondiale. Donc voilà, donc c'est très important hein, comme accord, parce que ça permet de coordonner l'action des États, accorder trop d'une importance démesurée non plus. Alors voilà, donc on y était effectivement, donc on était trois hein, de la FRB, donc Hélène Soublet, la directrice, Robin Goffaux, qui est autre expert CDB. Donc le rôle de la FRB, donc on est point focal national hein, avec le Muséum. Ça veut dire qu'on est chargé de faire remonter les recommandations de la communauté scientifique auprès du gouvernement, des ministères, et ensuite, ce qui est peut-être pas le plus facile, de faire redescendre ce qui s'est passé politiquement auprès de la communauté scientifique, de manière à ce que la communauté scientifique aussi comprenne comment se positionner par rapport à ces choses-là. Voilà. À Montréal, en fait, notre préoccupation à tous les trois, c'était surtout d'observer ce qui se passe, d'observer et d'analyser, de manière à améliorer notre rôle de point focal, parce que ce rôle de point focal, il est constant, hein, et notamment tout notre travail, en fait, il est essentiellement entre deux COP, aussi bien au niveau de la COP et au niveau de l'IBES. Donc, en fait, d'améliorer le lien COP, CDB, pardon, IBES et communauté scientifique, hein, ce triangle-là. Voilà. Alors, je vais vous présenter. Alors, ce que j'ai retenu aussi, hein, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est intéressant du coup par rapport à ce qu'a dit. Bon, il y a des choses sur lesquelles on est tout à fait d'accord. Peut-être rappeler quand même hein, que la Convention pour la diversité biologique 92, il y a 3 objectifs. Hein. On se rappelle toujours de celui de la conservation de la diversité biologique, mais les pays du Sud ont bien insisté pour l'inscription des 2 autres objectifs. Utilisation durable de ces éléments. Hein. C'est central, et notamment pour 80% de l'humanité, et le partage juste et équitable. Des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. À la FRB, on considère que ressources génétiques devraient être élargies, c'est-à-dire que c'est partage équitable de l'accès à l'ensemble de la biodiversité aux services écosystémiques. Voilà. Donc COP15, donc Marius l'a déjà dit, donc présidence chinoise, donc résolution adoptée, donc il y a le cadre mondial de la biodiversité, c'est un texte de 12 pages, je vous en recommande la lecture, hein, c'est pas long, 12 pages, je vous recommande la lecture du document en anglais, parce que c'est celui qui a été négocié, et la traduction française, elle est déficiente sur des points non négligeables, et notamment sur la cible 15 concernant... C'est pour ça que, ou peut-être, alors, ils sont en train d'améliorer la traduction,
Je ne sais pas quand est-ce que la dernière version qu'on a eue vendredi n'est pas encore parfaite, loin de là. Voilà, donc alors on était, nous, dans la deuxième semaine, ce qui s'appelle le segment de haut niveau, c'est-à-dire lorsque les gouvernements interviennent, c'est le sprint final. Alors, pour vous donner aussi des idées, vous voyez, donc les États en 3 minutes pour dire qu'est-ce qu'ils attendent de la Convention. Donc 3 minutes par État, vous voyez, si vous faites la multiplication, 196 États, ça fait 10 heures de déclaration. Mais c'est intéressant, hein. Je pense que ça serait intéressant de reprendre justement comment se sont positionnés les différents États. Marius l'a un peu dit, donc la France a dit réduction des pesticides et l'Inde et l'Indonésie sont intervenus tout de suite après pour dire qu'ils étaient contre la réduction des pesticides, hein. Il y avait tout ça dans ces 10 heures. Voilà, ce qui m'a paru intéressant, c'est qu'il y avait des déclarations conclusives avant la négociation finale. Donc ça, je crois que c'est plus ou moins la Chine, hein, qui a organisé cela, qui a orchestré cela. Donc la présidence chinoise a rappelé que l'important c'était d'instaurer une civilisation écologique. Au passage, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais ce principe est inscrit dans la constitution chinoise depuis 2018. Hein, c'est-à-dire que le Parti communiste chinois a comme mission d'instaurer une civilisation écologique. Et si vous regardez la définition de la civilisation écologique, ça ressemble pas mal à celle des changements transformateurs de Libbes. Donc au passage, je dirais que peut-être la Chine, en tout cas dans son discours, est peut-être en avance. Après, la différence entre les discours et les actes, c'est en Chine, c'est peut-être comme en Europe. Hein, voilà, bon. Donc, je voulais vous inviter aussi donc, dans ces déclarations conclusives. Donc, la présidence chinoise a parlé aussi d'un véritable multilatéralisme. Le Québec, alors ce qui m'a frappé, c'est que le Québec a parlé essentiellement de manière biophysique. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont parlé des problèmes de la nature. Les pays asiatiques me semblent beaucoup plus intégratifs. Hein, c'est-à-dire qu'en général, ils parlent toujours des relations société-nature. Ils prennent en compte les manières. Il nous a semblé, en comparant aussi, on a fait ça avec Hélène Soublet, hein, de comparer les pavillons nationaux. Et vraiment, c'est assez frappant la différence entre l'Asie et notamment l'Europe. Bon, les peuples indigènes ont dit qu'ils étaient satisfaits. Ils sont mentionnés 19 fois dans un texte de 12 pages, donc effectivement, on voit qu'ils sont très présents. Après, donc, il y a un représentant des ONG, curieusement, c'était quelqu'un de chinois, qui a expliqué. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ne se plaçaient pas souvent les ONG sont dans une perspective plutôt conflictuelle, alors que là, ils insistaient sur le fait que l'objectif des ONG, c'est d'arriver à faire du mutualisme, de la bonne entente entre le monde économique, les États et les ONG. Voilà, donc c'était une vision un peu différente. Bon. Et après, donc, 2 interventions. Donc, c'était des Occidentaux, d'une part du monde économique, ensuite du monde financier. Et les deux ont été très clairs sur le fait que les États avaient une responsabilité importante et cruciale, qui était de fixer les règles du jeu. C'est-à-dire que le monde économique comme le monde financier, pour avancer, a besoin de règles du jeu qui soient d'une part claires et qui, d'autre part, récompensent les bons élèves. Hein, donc les deux interventions du monde économique et financier étaient très claires là-dessus. Donc vous voyez la distribution du rôle entre l'État et le monde économique et financier. Le monde économique et financier ne peut pas avancer tout seul. L'État inversement. On voit bien effectivement ce côté d'ailleurs mutualiste au passage. Mutualiste, enfin on l'espère. Voilà. Bien. Alors, les points forts, donc, moi j'aime bien dans les déclarations liminaires, la biodiversité essentielle au bien-être de l'homme et à la santé de la planète. Le cadre vise à catalyser, permettre et galvaniser une action urgente et transformatrice, on retombe sur la notion de transformation, et s'articule autour d'une théorie du changement qui reconnaît qu'une action politique urgente est nécessaire, donc aux différentes échelles. Je passe. Alors, moi j'ai retenu j'ai pas tout à fait les mêmes priorités hein, que ce que moi, ce qui m'a semblé important, c'est l'objectif A, qui pour nous, à la FRB, nous a semblé une énorme bonne surprise. C'est-à-dire qu'en octobre, 2 mois avant la COP, ce premier objectif, c'était l'intégrité, la connectivité, la résilience des écosystèmes naturels. En 2 mois, c'est passé tous les écosystèmes. C'est-à-dire que maintenant, la mission, enfin les États ont commission de préserver l'intégrité et la résilience de l'ensemble des écosystèmes, ça veut dire les écosystèmes agricoles et les écosystèmes urbains, qui préalablement, et si vous reprenez le texte d'Aichi, donc de 2010, dans le texte d'Aichi, quand on parle d'écosystèmes, c'est toujours d'écosystèmes naturels. Donc les écosystèmes artificiels ne faisaient pas... Il semblerait, alors en fait quand on lit le texte d'Aichi, on s'aperçoit qu'ils le sont, mais subrepticement, que les écosystèmes transformés font aussi partie des enjeux de la Convention, mais là c'est beaucoup plus clair, à l'ensemble de tous les écosystèmes. Alors après le reste du texte, on voit qu'il y a peut-être encore une discordance, c'est-à-dire définir effectivement ce que ça veut dire, quels sont les objectifs dans les écosystèmes agricoles et urbains, c'est pas tout à fait évident. Au passage, quand même, la question de l'intégrité des écosystèmes, c'est un concept qui reste fragile sur le plan scientifique, mais ça veut dire qu'il faut que l'ensemble de la communauté scientifique et associative se mobilise sur cet objectif de manière à définir. Donc actuellement, ce qui traîne dans la littérature scientifique, notamment pour les écosystèmes agricoles, c'est à minima 20% d'habitats semi-naturels, de manière à restaurer tout un ensemble de fonctions écologiques, donc l'intégrité des paysages agricoles. Donc ça veut dire notamment là dans la brousse, un objectif maintenant, ça serait de restaurer l'intégrité, donc 20% d'habitats semi-naturels dans ces espaces-là.
Voilà, c'est l'objectif A. Voilà, ensuite, alors les cibles, donc il y en a 23. Donc à nouveau, la cible 1, elle consonne très bien avec l'objectif A. Elle dit que veillez à ce que toutes les zones fassent l'objet d'un aménagement du territoire participatif, intégré et inclusif en matière de biodiversité. D'accord ? Donc ça veut dire par exemple que la mairie de Sainte-Soline devrait avoir un plan d'aménagement du territoire qui soit participatif, intégré et inclusif. Hein, l'État s'est engagé, l'État français s'est engagé en signant ce texte du cadre mondial, effectivement, à veiller à cette chose-là. Il me semble à nouveau que ce n'est pas négligeable. Hein. Alors maintenant, dans quelle mesure les juristes peuvent effectivement se mobiliser et voilà, par rapport à cette cible 1, ça reste encore, c'est encore flou, mais il y a sans doute des possibilités. Et ensuite, donc, je voulais attirer quand même votre attention. Donc, on a beaucoup parlé de l'objectif 30-30, mais donc l'objectif 30-30, notamment pour la préservation de 30% d'espaces protégés, c'est seulement la cible 3. Hein. Là, ça vient après, c'est pas le premier. Et la cible 3, les 30-30, hein, c'est plutôt une mobilisation européenne. Hein. Les pays du Sud ne sont pas franchement très partisans. Les pays africains expliquent que leur conception des espaces protégés, ce n'est pas la conception européenne et la conception des ONG. Et ils disent, notamment les universitaires africains s'étaient mobilisés. Hein, dans Science, avait fait un article en expliquant que si jamais on voulait vraiment préserver la biodiversité, la priorité, ce n'était pas de créer des espaces protégés, mais c'était de réduire la consommation de ceux qui ont l'empreinte écologique la plus élevée. Voilà, donc il y avait une position assez claire de ce point de vue-là sur l'Afrique, hein, sur effectivement la priorité des objectifs en biodiversité. Voilà. Alors, il y a une espèce de confusion qui peut exister, hein, parce que la cible 2 dit qu'il faut restaurer 30% des écosystèmes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que préservation, mais du coup, voilà, quand on parle du 30, on ne sait pas exactement si c'est cible 2 ou cible 3. Voilà. Bon, je ne vais pas tout commenter, hein, mais quelques points donc, qui me paraissent importants. Donc la cible 7, ça a été effectivement précisé par Marius. Donc réduire de moitié l'excès de nutriments et puis réduire de moitié le risque global lié aux pesticides. Donc parler de risque, parce qu'avant on parlait plutôt de quantité, ça peut être considéré comme un progrès, hein, parce qu'effectivement c'est quand même le risque qui nous intéresse. L'inconvénient, c'est que le risque, c'est plus difficile à mesurer. Donc ça peut être aussi plus sujet à différentes manipulations. Voilà. Je dois dire que là, je suis un peu... Bon, je vous fais part de ma... Comment dire c'est un objectif à minima. Hein, donc, a priori, l'ensemble des États européens se sont engagés sur cet objectif-là. Le ministre de l'Environnement, début janvier, a dit devant l'ensemble des parties prenantes que rien n'empêchait à la France d'être plus ambitieuse. D'accord ? Mais j'ai cru comprendre, par ailleurs, après le Salon de l'Agriculture, que l'objectif quantitatif était abandonné. Donc là, il y a une espèce de flou, effectivement, dans la position. D'accord, c'est pas tout à fait ça. Bien. Voilà, mais en tout cas, il y a un engagement, hein, très clair. Donc, et l'Europe s'est battue en faveur de cet objectif, au passage. Donc, si maintenant elle l'abandonne, enfin, on se demande. Voilà. Bien. Donc, l'objectif 10, alors, donc, veillez, donc, l'objectif 10, c'est sur les pratiques durables. Donc, notez au passage qu'on a toujours. Quand il y a agroécologie, il y a intensification durable. Hein. L'Amérique du Sud, le Brésil et l'Argentine se sont battus systématiquement en faveur. Eux, leur modèle, c'est l'intensification durable. Voilà. Donc la FAO a fait un texte, hein, sur la différence entre agroécologie. L'intensification durable, c'est l'augmentation des rendements tout en diminuant les impacts environnementaux. Hein. C'est beau, c'est très ambitieux. Voilà. C'est la vision sud-américaine. Voilà, donc la cible 15 extrêmement importante. Donc ça concerne l'économie. Alors j'ai cru comprendre qu'il existe une loi en France, en fait, donc qui sera en avance, hein, par rapport à cette cible 15, mais loi qui ne semble pas tout à fait respectée en ce qui concerne les gaz à effet de serre, mais qui en l'occurrence, les lois a priori sont faites pour être respectées. Voilà, donc la cible 15, donc prendre des mesures administratives politiques pour encourager et permettre aux entreprises de contrôler, évaluer et divulguer régulièrement de manière transparente leurs risques, leurs dépendances et leurs impacts sur la biodiversité. Et donc là, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, hein, chaîne d'approvisionnement, au passage, à Aichi, on parlait que des impacts directs sur la biodiversité des entreprises. Là, c'est l'ensemble des impacts indirects, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, le secteur bancaire, le secteur financier, maintenant, est concerné. Et ce n'était pas le cas à Aichi. Hein. Donc là aussi, il y a quand même une avancée, on peut considérer assez énorme. Et puis l'autre chose qu'on peut trouver intéressante, à fournir les informations nécessaires aux consommateurs pour promouvoir des modes de consommation durables. Ça veut dire que les fabricants de pâtes à chocolater, les compagnies aériennes, les fabricants de pesticides doivent expliquer à leurs consommateurs comment consommation durable. On est bien d'accord. Hein. C'est bien ce qui est marqué dans la cible 15, d'accord, afin de réduire progressivement les impacts négatifs sur la biodiversité. Donc, oui, il y a vraiment il y a une ligne qui est fixée, hein, aux entreprises, au monde économique et au financier, et maintenant, c'est à l'État, à travers des lois, de veiller de veiller,
oui, d'anticiper que ça puisse être respecté. Et c'est là que la société civile a un rôle fondamental à jouer, hein, c'est-à-dire d'une part à s'assurer que l'État effectivement promulgue les lois en conséquence et que les entreprises respectent les lois, parce que ce n'est pas l'État qui va forcément veiller à ce que les entreprises respectent les lois. On voit bien là, le rôle effectivement qui est fondamental de la part de la société civile. C'est une des raisons pour lesquelles j'insiste beaucoup. Je présente systématiquement cette cible 15 parce que son succès est dans les mains, enfin il me semble, hein, c'est la société civile qui permettra qu'elle soit effectivement atteinte ou pas. Voilà, donc après cible 14, 18 et 16 qui sont importantes aussi. Cible 14, grosso modo, c'est que la biodiversité soit intégrée dans l'ensemble des politiques publiques, hein. Donc actuellement, effectivement, un des enjeux au sein du gouvernement, c'est d'expliquer à tous les ministres qui sont concernés par la biodiversité, parce qu'apparemment, encore à ce stade-là, il y a un certain nombre de ministres qui n'ont pas compris que effectivement leur ministère était concerné par la biodiversité. Donc là, il y a une œuvre de pédagogie dans laquelle nous sommes notamment FRB engagés effectivement d'expliciter voilà, pour l'ensemble des ministères que l'ensemble de l'action publique est concerné. Cible 16, veiller à ce que les personnes soient encouragées, habilitées à faire des choix de consommation durable, hein. Donc là, on tombe, donc réduire l'empreinte mondiale de la consommation de manière équitable, hein. L'Europe voulait l'empreinte écologique. L'empreinte écologique sur le plan scientifique n'est pas forcément très solide. La Chine a préféré l'empreinte mondiale, c'est pas forcément moins bien. Voilà. Et cible 18, donc c'était sur les subventions néfastes à la biodiversité, sur lesquelles on a beaucoup parlé, effectivement, c'est revenu. L'Europe voulait un objectif qui était plus ambitieux, et les pays du Sud étaient contre effectivement un objectif très, très ambitieux de réduction des subventions dommageables, sachant que pour eux, effectivement, il peut y avoir des questions économiques, hein, c'est-à-dire que assez cruciales sur la réduction des subventions dommageables qui peuvent impacter de manière forte l'activité économique. Voilà. Perspective, donc pour terminer, donc mes remarques. Les remarques tout d'abord, c'est que vraiment, il y a un caractère systémique des 4 objectifs et des 23 cibles, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de choses. On a quand même l'impression que l'ensemble des thématiques scientifiques qui existent actuellement autour de la préservation de la biodiversité, elles sont traitées à travers ces 23 objectifs et ces 4 objectifs et ces 23 cibles, hein. Donc de ce point de vue-là, c'est impressionnant. Et c'est pour ça que vraiment, on vous recommande de lire ce document de 12 pages qui est vraiment très riche. Donc c'est un engagement à minima des États, je l'ai déjà dit. Donc le ministre de l'Environnement l'a rappelé plusieurs fois, hein, à Montréal comme à Paris, qu'effectivement les États pouvaient être plus ambitieux. Alors on pose souvent la question succès ou échec, c'est la question un peu tarte à la crème. Voilà, mais en tout cas tous les écosystèmes et tous les territoires sont concernés. Donc ça nous... C'est vraiment énorme, et notamment sur le plan conceptuel. Vous savez, on parle toujours de dépasser le partage nature-culture. Bah, là, on y est, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, la nature, elle est partout, elle est importante partout, dans tous les territoires, dans toutes les activités, les paysages. Voilà. Donc le monde économique, je l'ai déjà dit, il est beaucoup plus concerné maintenant, hein. Il y a vraiment la logique, l'ensemble du monde économique, alors qu'avant c'était plutôt les impacts directs. Voilà, il y a des choses qui sont plus précises. L'ordre des cibles est beaucoup plus logique aussi, et je dirais beaucoup plus ambitieux. À Aichi, le premier objectif, c'était de sensibiliser l'humanité à la biodiversité. Bon, quand même, on se dit, là oui, le premier objectif, c'est l'intégrité et la résilience de tous les écosystèmes. Quand même, ça va beaucoup plus, on peut dire quand même que ça va beaucoup plus loin. Voilà. Le texte biodiversité et climat a été rejeté, hein, donc c'est un texte pour expliquer que la biodiversité allait jouer un rôle fondamental dans l'adaptation au changement climatique. Et le Brésil et l'Argentine ont dit vraiment c'est très compliqué les relations biodiversité et climat, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, donc on va peut-être encore attendre 4 ans avant de décider s'il y a vraiment un lien entre biodiversité et climat. Je plaisante, mais enfin, voilà, c'est un peu ça quand même, hein, le discours de l'Amérique du Sud. Voilà, mais l'Amérique du Sud bloque systématiquement, hein, c'est-à-dire qu'actuellement, sachez qu'effectivement il y a une tentative de convergence, hein, entre le GIEC et l'IPBES, entre les conventions climat et biodiversité, et très clairement l'Amérique du Sud est très vigilante pour empêcher cette convergence, hein, pour séparer, et notamment à cause de l'enjeu biocarburant pour l'Amérique du Sud. Voilà. Bon, c'est un peu... Merci beaucoup, Denis, pour cet exposé très exhaustif. Et donc, on va poursuivre cette conférence ce matin. Alors, parmi les 4, tu l'as évoqué, les 4 principaux objectifs du nouveau cadre mondial pour la biodiversité, il y a, mais comme c'était déjà le cas en 2010, l'objectif d'augmenter les moyens, notamment financiers, dédiés à la biodiversité. Dans le cadre, on va
passer du cadre international, même si notre prochaine intervenante, Virginie Dumoulin, était aussi à la COP, mais ce n'est pas à ce titre et elle ne va pas nous parler des conclusions de la COP 15 ce matin. On va passer au niveau national et se situer donc sur la transposition de ces objectifs de la COP 15 dans la future stratégie nationale de la biodiversité. Je vous le disais, parmi les objectifs, augmenter les moyens. Et vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes adhérent d'Humanité et Biodiversité, que vous lisez notre écho, que chaque année, depuis plusieurs années, dans le cadre des projets de loi de finances, nous proposons un certain nombre de mesures pour supprimer des subventions et financements publics néfastes à la biodiversité et pour proposer des augmentations de moyens, notamment pour l'Office français de la biodiversité. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années, nous n'avons pas beaucoup de succès dans ce domaine. Mais en novembre dernier, est sorti un rapport qui va certainement beaucoup nous aider. Et c'est Virginie Dumoulin qui va vous le présenter. Alors Virginie, tu es membre permanent de la formation d'autorité environnementale de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable. Tu as occupé successivement de nombreuses fonctions à responsabilité au sein du ministère de l'écologie, dont la direction du cabinet auprès du secrétariat d'État à la biodiversité jusqu'en 2021. Et aujourd'hui, inspectrice générale de l'administration du développement durable, tu es l'une des 7 auteurs d'un rapport conjoint entre l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, donc paru en novembre 2022, intitulé « Le financement de la stratégie nationale pour la biodiversité pour 2030 ». Alors pour espérer remplir tous ces objectifs là, du pacte de paix avec la nature à l'échelle française, quelle est la mobilisation financière nécessaire ? Alors, bonjour tout le monde, je suis désolée d'être arrivée en retard, mais je n'avais pas bien compris que c'était un samedi, enfin bref, c'est pas grave. Je suis contente d'être là, en plus le lieu est vraiment super chouette, moi j'étais jamais venue jusqu'ici. Alors, effectivement, je faisais partie de la délégation française, là, comme ça c'est mieux ? Voilà, je faisais partie de la délégation française avec Marius à la COP, mais là aujourd'hui je viens pour vous parler de notre rapport sur le financement de la SNB. Donc on a adopté une première SNB, une première version plutôt devrais-je dire de la SNB en avril ou mars 2022, étant entendu qu'on allait s'adapter ensuite aux résultats de l'accord mondial sur la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, il y a des travaux qui sont en cours pour adapter la SNB aux objectifs qui ont été adoptés. Donc ça, je pense que c'est important. Mais pour ne pas rester sans rien faire dans l'intervalle, les ministres nous ont confié une mission donc, à l'IGEDD, qui en fait est l'ancien CGEDD, on a juste changé de nom, mais c'est la même organisation. Donc c'est le corps d'inspection du ministère de l'Environnement, avec l'IGF, et ça je pense que c'était vraiment important. Donc je me suis retrouvée dans une situation assez intéressante. Alors mes collègues de JF ne pouvaient pas venir aujourd'hui, mais ils m'ont chargé de les représenter. Mais j'étais la seule représentante du ministère de l'Environnement avec une batterie de 3 jeunes. Donc c'était assez sympa, je dois dire, d'avoir des garçons qui sont au départ pas des experts sur les sujets biodiversité et qui se sont rapidement convaincus de l'importance de ce dossier et de d'autant plus que finalement, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est ce que je vais vous montrer. Donc ça ne coûte pas très cher et on arrive à faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Et ça, je pense que pour l'IGF, ça a été une découverte utile et importante qui a fait qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'énergie dans la production de ce rapport, qui a donc été publié le 6 janvier dernier, mais qu'on avait sorti avant la COP pour que je puisse aller à la COP, parce que j'ai du mal à faire 2 choses en même temps quand même. En tout cas, surtout la COP et autre chose en même temps, c'est pas possible. Donc voilà. Alors, les moyens, la première chose qu'on a fait dans le cadre de cette mission, c'est une évaluation des moyens actuellement dédiés aux politiques de biodiversité. Ça a l'air facile dit comme ça, en fait c'est très compliqué. Je ne vous fais pas la retape sur la biodiversité disparaît, c'est la cata, etc. Je sais qu'ici tout le monde est bien au courant, donc on va gagner du temps en sautant cette slide. Donc la première chose qu'on a fait, c'est vraiment de faire les comptes. Et en fait c'est compliqué parce qu'il y a un certain nombre d'intervenants différents.
Un gros morceau, c'est évidemment les intervenants publics. J'allais dire que c'est pratiquement la totalité des financements existants, parce qu'on a une visibilité sur les financements privés qui est malheureusement très faible. On ne voit pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que c'est très difficile de les trouver. Et c'est très mal recensé. Et donc, on a des financements publics qui sont très partagés entre différents types d'acteurs. On a évidemment le gros morceau qui sont l'État et les opérateurs de l'État, donc principalement les agences de l'eau et l'OFB, qui sont dédiées à ces missions-là. Ensuite, on a un gros morceau qui est quand même les collectivités territoriales. Le gros bout étant porté, contrairement à ce qu'on pourrait penser, par les départements, qui ont une ressource fiscale dédiée, ce qui explique pourquoi, en fait, c'est eux qui représentent le gros morceau. Et ensuite, on a un petit morceau. Alors, quand on regarde les politiques directement pour la biodiversité, je dis petit, c'est les fonds européens. C'est plus gros quand on regarde les politiques en lien avec la biodiversité. Parce qu'on a divisé dans la mission les comptes en deux parties. Les politiques qui sont directement destinées à la biodiversité, donc les aires protégées, la restauration, tout ce qui est l'action directe sur la biodiversité. Et les politiques qu'on a appelées connexes, c'est-à-dire des politiques qui, en fait, agissent directement en faveur ou en défaveur de la biodiversité. Et là, évidemment, il y a bien entendu tout ce que les agences de l'eau, en positif, font pour le grand cycle de l'eau, qui n'est pas directement lié à la biodiversité, mais qui a quand même un impact très fort. Et puis, pour les aspects moins positifs, en tout cas, on y reviendra, c'est évidemment tout ce qui concerne les subventions agricoles. Et puis, il y a également, bien sûr, des subventions qui sont aussi liées pour aider à la désartificialisation des sols, pour l'objectif zéro artificialisation nette. Donc voilà, donc on arrive à un total qui n'est pas énorme, comme vous pouvez le constater. On est à 2,2 milliards pour les politiques directement dédiées à la biodiversité et 2,4 pour les politiques dites connexes. Donc ce qu'on a fait comme recommandation, c'est d'une part d'améliorer la connaissance, donc pour qu'on puisse mieux savoir quel argent est réellement dépensé pour la biodiversité, que ce soit au niveau de l'État, puisqu'on a aujourd'hui un budget vert, vous le savez, dont on a trouvé qu'il n'était pas totalement fiable, pas suffisamment fin, en tout cas sur les sujets biodiversité, comptabilisant parfois des choses dans le domaine de la biodiversité qui en réalité n'ont rien à voir avec la biodiversité. C'était vraiment à la grosse louche. Et alors le principal évidemment problème, c'est surtout pour les collectivités, où là, on a une visibilité qui est très très faible. Les régions, ça progresse. Puis en plus, il y a les budgets verts des régions qui sont en cours de mise en place. Et ça va être une vraie source d'information. Mais même pour les départements qui ont une recette dédiée, on voit qu'il y a un décalage très fort entre le montant de cette recette et les dépenses, qui sont évidemment inférieures au montant total de la ressource, alors que normalement, elles devraient être affectées. Donc on a ici une perte d'argent dont on ne sait pas très bien où elle va. Et puis le grand trou noir, c'est la collectivité du quotidien, c'est-à-dire les municipalités, qui fait beaucoup de choses, mais on ne sait pas ce qu'elle fait parce qu'elle n'a pas du tout les comptes qui sont établis pour qu'on voit ce qu'elle fait. Par contre, quand vous prenez la liste, par exemple, des fonds européens, si vous regardez tout l'argent dépensé par le FEDER, vous allez voir qu'il y a plein de budgets communaux. Donc ça ne veut pas dire qu'ils font rien, ça veut juste dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Et il n'y a pas de comptes publics aujourd'hui qui permettent de le savoir. Ensuite, on a vu que ces moyens donc étaient limités. D'abord, on a constaté qu'il y avait eu une très faible augmentation, que l'augmentation récente, elle est principalement liée au plan de relance. Donc c'est bien parce qu'elle a eu lieu et elle a été efficace et l'argent a été dépensé et c'est très positif. Mais sinon, il y avait une forte stagnation de cette dépense, alors que pourtant l'enjeu biodiversité monte en préoccupation. Donc il y a un décalage entre les deux. Voilà. Et ensuite, on a examiné un peu en détail la SNB, qui est un outil très complet, mais qui n'est pas facile à manœuvrer parce que, d'abord, il est en contact avec d'autres stratégies. Alors, des stratégies qui sont intégrées directement dans la SNB, comme la stratégie nationale des aires protégées, par exemple, ou la stratégie zone humide. Mais on a par ailleurs d'autres stratégies qui sont un peu plus décalées, comme par exemple le plan d'adaptation ou la stratégie carbone, et dont il faut effectivement vérifier qu'il y a bien une adéquation entre ces stratégies de telle manière que ça puisse fonctionner de façon positive. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est ce que je vais développer après, c'est qu'on a fait une hiérarchisation des mesures pour évaluer les besoins nouveaux avec l'aide de l'OFB et de l'ADEME là-dessus pour qu'on soit en capacité de classer.
Voilà, donc du coup on a fait une petite reco qui est de dire qu'il faut bien hiérarchiser. Il faut aussi faire quelque chose à l'échelle interministérielle, parce qu'il y a beaucoup de politiques qui sont portées par d'autres ministères, par exemple le ministère de l'Agriculture, qui s'occupe aussi de la forêt et de la pêche, des détails en matière de biodiversité. Et donc aussi une territorialisation qui est très importante et qui est très forte, puisque comme vous le savez, la biodiversité c'est à l'échelle locale. Alors, les subventions de on avait parlé tout à l'heure, c'est effectivement, alors d'une part, c'est l'un des grands résultats de la COP15, parce qu'on a une cible dédiée avec un chiffre, ce qui a été un combat jusqu'à la dernière minute, je peux vous le dire, d'avoir un chiffre. Et donc on espère que ça va rajouter une pression. Et ensuite, le constat qu'on a fait, il est sous-estimé. Là, je le dis très clairement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dépenses défavorables à la biodiversité que nous n'avons pas été en capacité de coter parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Par exemple, ce qui ne va pas avec la biodiversité dans les énergies renouvelables, on n'a pas pu le définir. On sait qu'il y en a, mais on ne savait pas le coter, donc on n'a pas pu le mettre. C'est pour vous donner un exemple simple. Donc on est dans une cible qui est sous-évaluée. Du coup, on s'est concentré sur vraiment les sujets principaux, qui sont l'agriculture, bien entendu. Alors là, pour le coup, on a fait un travail très fin. On est vraiment rentré dans les détails. On a tout regardé, y compris dans le pilier 2, voilà, où on n'a pas tout mis. Dans le pilier 1, on n'a gardé que ce qui va au bio. C'est un choix. On peut le critiquer, mais c'est notre choix. Voilà. Comme positif, j'entendais évidemment. Tout le reste, c'est négatif. Et puis après, on a regardé évidemment tout ce qui est artificialisation, avec principalement le logement et les transports. Alors là aussi, on n'est pas sur un chiffre complètement abouti, parce qu'on a regardé évidemment ce que dépense l'État, mais pour regarder ce que dépensent les collectivités, on a regardé les contrats de plan État-région, mais ce n'est pas non suffisamment fin. Donc là aussi, on sait qu'on est en sous-estimation, très probablement, notamment sur le routier. Sur le ferroviaire, on a par contre corrigé des erreurs qu'on a trouvées dans le budget vert, où par exemple des dépenses d'entretien du réseau ferroviaire étaient cotées comme négatives pour la biodiversité, alors que si c'est de l'entretien du réseau ferroviaire, c'est pas négatif pour la biodiversité. Donc on a fait des corrections de ce type-là. Donc on arrive quand même à un chiffre assez important, puisqu'on arrive à plus de 10 milliards, 10,2, c'est-à-dire 4 fois plus que ce qui est dépensé de façon positive pour la biodiversité. Et donc évidemment, c'est notre recommandation numéro 1, c'est que c'est à ça qu'il faut s'attaquer en premier, puisque comme vous le savez, ça coûte plus cher de restaurer que de ne pas détruire. Voilà, tout simplement. Donc quand on me dit « est-ce qu'il va y avoir plus d'argent grâce à votre rapport ?» Je dis ce qu'il faudrait surtout, c'est d'abord qu'on évite de détruire. Et déjà, si on commençait par faire ça, on aurait déjà gagné beaucoup d'argent. Voilà. Alors ensuite, donc pour la SNB, notre évaluation, donc on a mis en place des critères de hiérarchisation, comme je vous disais tout à l'heure. Alors pourquoi il y a 0 sur la transition agroécologique? Ça, j'explique tout de suite parce que sinon ça va faire bondir. C'est parce que en fait, nous, notre vision des choses, et ça c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre plus d'argent dans l'agriculture. Il y a déjà un budget énorme avec la PAC. Ce qu'il faut, c'est orienter les financements de la PAC mieux. Donc nous, nos recommandations, ce n'est pas forcément d'avoir plus d'argent, alors pas moins non plus, donc parce que le ministère de l'Agriculture ne nous a pas dit qu'il avait des besoins nouveaux, mais nous, on considère que tout ce qui est en cours, et notamment les aides au bio, notamment les aides en forêt, notamment, voilà, tout un certain nombre de choses qui sont déjà faites doivent être poursuivies. Mais par contre, on n'a pas besoin d'argent en plus. Par contre, ce qu'il faut, c'est réorienter une grosse partie de l'argent qui est utilisé aujourd'hui dans le cadre de la PAC et qui n'est pas suffisamment avec des critères suffisants de respect de la biodiversité. Voilà. Donc on a classé tout ça pour essayer d'arriver à quelque chose. Et comme vous le voyez, donc on arrive à un total de 619 millions par an dès cette année et jusqu'à pratiquement 900 millions d'euros par an en plus en 2027. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, on a aussi compté les gens, ne vous inquiétez pas, on a aussi fait le compte des êtres humains, parce qu'on sait très bien que dans le domaine de la biodiversité, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'agents sur le territoire en capacité de faire.
Donc on a aussi fait des propositions pour renforcer les services déconcentrés de l'État et aussi les établissements publics en charge de la biodiversité, notamment l'ONF, l'OFB et le Conservatoire du littoral. Voilà, mais bon, après c'est vrai que du coup on n'a pas mis dans les agences de l'eau, bon, ça peut se discuter, mais bon, il fallait essayer de faire un choix qui pourrait donner lieu à ensuite une mise en œuvre. Et ensuite, je voulais aussi dire quelque chose d'important, c'est qu'on a compté qu'il y avait des besoins qui sont des besoins supplémentaires, c'est-à-dire qui sont des choses complètement nouvelles, qui ne sont absolument pas pour le moment budgétées. Par contre, il y a des choses qui existent déjà. Alors, je ne vais pas revenir sur la PAC parce qu'on en a déjà parlé, mais par exemple, le gouvernement avait déjà annoncé énormément d'argent pour la forêt. Bon, ben, c'est très bien, mais il faut que ce soit pour la forêt qui protège la biodiversité, pas pour la forêt qui sert qu'à faire de la production forestière. Il y a un fonds friche, c'est formidable. Il faut aussi que ce fonds friche permette d'avancer sur les sujets liés à l'artificialisation. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'en net, ça fait moins qu'en brut, mais ça sous-entend qu'il y ait une redirection d'un certain nombre de financements, ou en tout cas un renforcement des critères biodiversité dans ces politiques. C'est dit aussi dans notre rapport. Et puis, on a aussi pris en compte le renforcement demandé par les agences de l'eau dans le cadre de la SNB. On a fait un travail très fin avec elles, enfin grâce à elles d'ailleurs, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à vraiment écheniller leurs besoins pour qu'on regarde vraiment ce qui est vraiment nécessaire et ce qui concerne vraiment la biodiversité. On est arrivé à 115 millions par an sur tout le cycle. Donc ensuite, ce qu'on a voulu faire passer comme message, c'est qu'il faut absolument que cet argent soit territorialisé. Donc ça, c'est déjà lancé par le gouvernement avec le pacte vert, etc. Donc là, il y a vraiment des choses à faire. Mais pour nous, c'était vraiment important de le dire. Il faut que l'argent aille dans les territoires. On l'a vu, on a fait des visites de terrain et on a vu que notamment dans le cadre du plan de relance, les choses qui ont le mieux marché, c'est des actions de restauration qui ont pu être lancées grâce à des crédits État qui étaient apportés en complément des crédits des collectivités, évidemment aussi possiblement avec des crédits de l'Union européenne en complément. Et grâce à ça, on arrivait à faire des choses qui étaient des dossiers qui étaient bloqués depuis 10 ans. Et c'est pour ça qu'il y a eu un succès énorme du plan de relance dans les territoires. C'est parce qu'en fait, on avait toute une kyrielle de projets qui étaient dans les tiroirs, qu'on a pu sortir très facilement et auxquels il manquait finalement pas grand-chose. Un peu de mise en avant et quelques crédits supplémentaires qui pouvaient déclencher un mouvement. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Et pour nous, c'est vraiment très important qu'il y ait une enveloppe spécifique qui soit mise à la main du préfet et donc des DREAL derrière pour que l'État puisse arriver en cofinanceur des actions qui sont lancées par l'OFB, par les agences de l'eau et évidemment en partenariat avec les collectivités à l'échelle locale. Ça, pour nous, c'était vraiment un sujet important. Alors, on n'est pas arrivé exactement au même résultat parce qu'il y avait le budget du fonds vert qui était en cours de définition budgétaire en même temps. Bon, on a eu des petits problèmes de calendrier, donc on n'arrive pas exactement à la même somme, mais l'idée est la même et à la fin, les montants financiers sont à peu près les mêmes. Ce qui est vraiment important, c'est d'aller sur le territoire. Notamment, il y a un besoin qu'on n'a pas chiffré de façon précise, c'est le besoin de restauration. Comme vous le savez, il y a un règlement européen avec une étude d'impact qui envisage 2 milliards par an en France pour la restauration, ce qui est un chiffre énorme par rapport à nos voisins. Donc, il y a beaucoup de discussions à l'échelle européenne. Nous, on n'a pas voulu le chiffrer de cette manière-là parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la restauration, elle est comprise dans beaucoup d'actions qui existent déjà. Donc, on est... nous, ce qui nous paraît le plus important, c'est de débloquer des crédits sur le territoire pour que des actions de restauration mêlées à d'autres types d'actions puissent être menées. Donc, on n'a pas chiffré le besoin de restauration de façon... autonome. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus ? Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. De toute façon, après, s'il y a d'autres questions. Alors, pour finir, on a quand même fait d'autres recommandations sur d'autres sujets, même si ça ne nous était pas demandé de façon claire, mais c'est comme ça, les inspections, on parle aussi des choses dont on a envie de parler. Alors, d'abord, on a dit qu'il fallait ajuster le principe pollueur-payeur sur les faibles ressources fiscales qui sont aujourd'hui des ressources fiscales affectées et concernant vraiment le principe pollueur-payeur. Bon, c'est des réformes qui sont déjà en cours, qui ont déjà été discutées entre la direction des budgets et la direction de l'eau et de la biodiversité. Donc, c'est juste pour leur donner un soutien. C'est pas majeur. Par contre, ce qu'on a regardé vraiment en détail, parce qu'on ne cherchait pas une ressource fiscale, parce qu'on savait que si on cherchait une ressource fiscale, on n'allait pas être suivi. Mais on a vraiment regardé les comportements fiscaux qui conduisent
à une action défavorable à la biodiversité. Et ça nous paraissait être vraiment important. Et donc, s'il y a des changements qui sont faits dans ce domaine-là, ce ne sera pas forcément pour avoir des ressources nouvelles, mais par contre, c'est encore une fois pour éviter de détruire, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même vraiment notre objectif. Hein. Et donc là, typiquement, on a constaté qu'on avait dans la fiscalité du foncier beaucoup de choses qui ne sont pas du tout favorables à la biodiversité et qu'avec des petits changements, qui sont sur des petites sommes, on pourrait petit à petit aboutir à des changements de comportement qui seraient très positifs pour les terrains. Par exemple, on a constaté que les terres agricoles en France sont extrêmement défavorisées par la fiscalité telle qu'elle existe aujourd'hui. Et ça conduit à la transformation des terres agricoles en terres constructibles. Enfin, ce n'est pas le seul facteur, évidemment, mais cette fiscalité défavorable, elle favorise cette action d'imperméabilisation. Alors, on a quand même proposé, comme d'ailleurs on l'avait fait dans le rapport sur les aires protégées, un petit truc sur la taxe de séjour, parce que nous, on trouve quand même qu'il y a un lien direct entre le tourisme et la biodiversité. Les gens viennent quand même dans les lieux parce que c'est beau et parce qu'il y a de la nature. Et après, il n'y a pas forcément de retour entre la taxe de séjour et les espaces protégés. Alors c'est vrai que dans le code, il est possible quand même d'affecter une partie aux aires protégées qui sont en proximité. Donc c'est pour ça qu'on l'avait proposé dans le rapport aires protégées. Bon, là, on a fait un peu différemment. C'est mes collègues de l'IGF, ils préféraient faire comme ça. Moi, je me suis dit, c'est bien, on retape sur la taxe de séjour. Donc là, l'idée est de donner une partie de la taxe de séjour à la région pour qu'elle ait une ressource dédiée, puisque la région, pour le moment, n'a pas de ressources dédiées, alors qu'elle est chef de file pour la biodiversité. Et on pense que cela peut nuire à leur implication. Après, ils s'occupent des fonds européens, normalement, mais... autre chose qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un problème avec la séquence éviter, réduire, compenser. Je pense que là, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Mais bon, ça fait toujours plaisir de l'écrire. Donc voilà, donc là, on a redit que c'était très, très important et qu'il fallait absolument la mettre en œuvre totalement. Et que, notamment sur la compensation, on pourrait peut-être travailler sur les offres de compensation de telle manière qu'on facilite la vie des collectivités. On a vu notamment des collectivités vraiment de bonne foi qui étaient dans des vraies difficultés pour trouver de la compensation. Et on pense qu'on pourrait aider. On a regardé un peu les exemples étrangers. Il y a des choses qui sont assez intéressantes qui se font notamment aux États-Unis. Donc, il y a sûrement des choses à améliorer dans le domaine de la compensation. On a aussi voulu donner un petit coup de pouce aux ORE parce que c'est un outil très sympathique. Et on pense que tant qu'ils n'auront pas une exonération totale de taxes foncières, les ORE ne fonctionneront pas comme elles devraient. Donc, on aimerait bien pouvoir amplifier ce mouvement. Et pour terminer, le secteur privé, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu beaucoup de difficultés à trouver d'abord combien il y a d'argent, comment il est dépensé, alors que pourtant il y a un vrai mouvement dans les entreprises. Il est réel, on l'a vu pendant la COP. Grâce à l'implication des entreprises, on a obtenu des choses sur la cible 15 qu'on n'aurait jamais obtenues s'ils n'avaient pas été là. Donc il y a vraiment un mouvement de la part des entreprises pour réussir à calculer leur empreinte biodiversité et contribuer. Et ils n'ont pas les outils. Donc on n'a pas les outils pour recenser ce qu'ils dépensent. Et eux, ils n'ont pas d'outils vraiment définis à ce stade qui leur permettent de calculer leur empreinte biodiversité. Et donc on pense que c'est aussi un sujet très important. Il faut vraiment qu'on arrive à définir des indicateurs précis qui permettent aux entreprises de calculer leur empreinte biodive comme ils calculent leur empreinte climat aujourd'hui. Pour pouvoir faire du coup un reporting extra-financier qui soit vraiment ambitieux et qui concerne aussi la biodiversité. Et ça va notamment jouer sur leur chaîne d'approvisionnement. Et si on joue sur les chaînes d'approvisionnement, on joue sur un énorme facteur, notamment par rapport à la déforestation importée, qui est une de mes obsessions éternelles. Puisque quand j'étais DAEI, j'ai fabriqué la stratégie nationale de déforestation importée à l'époque. Bref, maintenant on a un règlement européen, tout ça, donc le bébé a fait des petits, mais il ne faut pas lâcher, quoi. Et ensuite, donc, on a eu cette idée, qui se discute, d'utiliser des labels existants, et notamment le label barre carbone. On s'est dit pourquoi, plutôt que de recréer quelque chose, ne pas utiliser quelque chose qui existe déjà, et y intégrer des critères biodiversité qui permettraient d'élargir un label existant qui est déjà utilisé par les entreprises. Voilà, c'est une idée. Mais ce n'est...
Et voilà, c'est fini. Excusez-moi, j'étais un peu longue, mais il y a beaucoup de choses à dire dans ce rapport. Évidemment, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Virginie, et c'est en effet un exploit en 20 minutes d'avoir réussi à nous présenter plus de 400 pages, parce qu'il faut le dire, ce rapport est documenté, il fait plus de 400 pages. C'était très clair, merci beaucoup. On aura un moment de partage avec la salle, mais encore une intervention. C'était bien de la COP15 à la stratégie nationale biodiversité. Et la stratégie nationale biodiversité, notamment la nouvelle, la troisième du nom, est un gros dossier pour humanité et biodiversité. Et je vais laisser notre président Bernard Chevassiot-Louis vous raconter la longue histoire entre humanité et biodiversité et la future stratégie nationale biodiversité. Oui, alors effectivement, j'ai intitulé cette présentation une déjà longue histoire, et je vais vous raconter effectivement tout ce que nous avons essayé de faire pour obtenir, et pour le moment nous ne savons pas si nous allons y arriver, pour essayer effectivement d'obtenir une stratégie nationale biodiversité à la hauteur des enjeux dont on a parlé. Alors si vous êtes biologiste, vous savez que la durée de gestation chez les mammifères est très variable, de quelques semaines chez la souris à plus de 2 ans chez les éléphants. Mais je crois que dans le cas de la SNB, nous allons battre tous les records, puisque nous en sommes à plus de 3 ans de gestation, et le bébé n'est toujours pas arrivé. Donc c'est cette longue histoire que je vais vous raconter. Et elle commence en 2018, donc en octobre 2018, dans lequel effectivement on commence à se poser la question de la future stratégie, puisqu'elle se terminait en 2020. Et puis l'AFB, dont je salue l'ancien directeur Christophe Aubel, qui nous a rejoint, merci Christophe, relance avec le ministère de la Transition écologique une évaluation externe, confier à un cabinet spécialiste de l'évaluation des politiques publiques, une évaluation externe de la stratégie nationale biodiversité numéro 2. Et ce rapport, donc tous les documents que vous verrez apparaître à l'écran, ils sont en ligne si vous voulez les consulter. N'hésitez pas à demander les coordonnées. Donc effectivement, ce rapport, il sort en janvier 2020. Et de même que le rapport qui vient d'être présenté par Virginie Dumoulin nous a semblé un bon levier pour essayer de faire avancer les choses, là aussi, il y avait des choses intéressantes dans ce rapport. Je vais en dire 2 mots tout à l'heure. Et puis, en novembre 2019, vous savez que nous sommes dans un collectif de 14 ONG qui s'appelait à l'époque le C14. Maintenant, il s'appelle Cap Nature et Biodiversité. Donc, je propose à mes petits camarades des ONG de dire, pour faire avancer les choses, faisons un livre blanc, c'est-à-dire faisons un document dans lequel on va dire, nous, qu'est-ce qu'on souhaite pour cette future stratégie nationale biodiversité. Alors, l'évaluation de la SNB, donc, qui sort en janvier 2020, je vous demande seulement de regarder ce qui est en gras, qui est une des conclusions. Et le message, c'est en fait que ce cabinet pourtant spécialisé dans l'évaluation des politiques publiques, bien dit que c'était particulièrement difficile d'évaluer cette SNB2, et avec des phrases polies mais quand même assez cinglantes, elle dit parce que la logique envisagée pour atteindre les objectifs n'a pas été précisée, et les cibles même que l'on voulait atteindre n'ont pas été quantifiées, et il n'y avait pas d'indicateur disponible tant sur la réalisation des objectifs que sur les effets éventuels. Donc ça veut dire qu'en termes militaires, ce n'était pas une stratégie, parce qu'une stratégie, c'est effectivement comment on fait pour atteindre un objectif en mobilisant les moyens nécessaires. Alors, mai 2019, on y a fait allusion, le président de la République reçoit les membres de l'IPBES, et donc qui lui présente son rapport. Et vous voyez que dès cette réunion, et vous le verrez tout au long de l'exposé, vous verrez que la
météo a été très variable au cours de ces années. Donc un discours a priori assez intéressant qui est la biodiversité est un sujet aussi important que le changement climatique et nous devons mettre effectivement ces deux objectifs ensemble et œuvrer pour inverser cette tendance. Donc un message a priori intéressant. Et puis vous verrez dans cet exposé que de temps en temps, comme ça, il y a des flashs qui nous obligent à reconvaincre de nouveaux acteurs. Donc sa première transition, M. de Rougy, je ne reviens pas pour quelle raison il a disparu, mais c'est Mme Borne qui reprend le ministère de la Transition écologique. Et puis, février 2020, j'ai la chance, avec une quinzaine de scientifiques, d'être invité donc à la mer de glace pour passer une longue soirée avec le président de la République. Ça, c'est la photo le lendemain matin au réveil. Et ce jour-là, donc le 13 février 2020, le président de la République redescend dans la plaine et prononce un discours dans lequel, vous verrez, il dit vous avez documenté tout ce qui était en train de se passer, et il dit les discussions de ces dernières heures, donc il faisait allusion à notre soirée, l'ont montré pour moi avec beaucoup de force. Ce combat pour la biodiversité, c'est d'abord un combat pour notre propre survie. Donc là aussi, des termes forts qui faisaient qu'on est redescendu dans la plaine porté par un certain optimisme. Mais effectivement, 2 jours plus tard, voilà, c'est le Covid, donc ça rebat quand même assez fortement les cartes de l'action publique. Mais quand même, nous, on continue. Et en mai 2020, on sort ce document, ce livre blanc des ONG, qui s'appelait « Pour que vive la nature », allusion pour ceux qui connaissent la littérature à un vieux bouquin de Jean Dorst, « Afin que la nature vive ». Et donc un document assez épais dans lequel on affirme effectivement que, et on vient d'en entendre parler, que la première priorité, c'est déjà de corriger les effets négatifs des politiques qui sont défavorables à la biodiversité. On affirme qu'il faut mobiliser tous les acteurs et non pas seulement les possibilités d'action du ministère de la Transition écologique, qu'il faut, et on vient d'en parler, des objectifs, des indicateurs de résultats qui soient clairs, quantifiés et faciles à vérifier, qu'il faut effectivement une coordination forte et associer l'ensemble des acteurs de la société civile. Donc ce document, on le fait connaître, on le présente dans un certain nombre d'endroits. Vous avez ici sa déclinaison un peu plus détaillée, avec des ambitions, des objectifs, et puis près de 163 listes de propositions possibles. Donc on peut considérer qu'on a mis quand même un document assez épais dans le débat sur cette ESNB. 10 juillet 2020, nouveau changement, cette fois-ci, c'est Barbara Pompili qui succède à Mme Borne. Donc à nouveau, on reparle effectivement de l'élaboration de cette SNB. Et alors donc, on vient donc à l'année 2021, c'est-à-dire dans lequel, cette fois-ci, au Comité national de la biodiversité, donc j'étais un des 2 animateurs de la commission stratégie de ce comité, eh bien, on reçoit en juillet, donc le 1er juillet, un document, plus exactement une présentation PowerPoint qui est faite en séance, et dans lequel on nous dit, voilà, il y aurait 6 axes dans la stratégie. Donc, pourquoi pas, 5 axes, 6 axes, 4 axes, ce n'était pas trop l'enjeu. Et puis, quelques principes fondateurs, et on est invité, pendant l'été, à faire une première contribution du CNB sur qu'est-ce que vous pensez de ce cadre qui, à l'époque, était vraiment une esquisse. Alors, on essaye là aussi alors, j'y reviendrai, pardon, excusez-moi, je fais marche arrière. Voilà, et donc au mois d'août, on joue le jeu, c'est-à-dire on fait un document assez épais en disant voilà comment on peut améliorer ce cadre, voilà ce qu'il faudrait y mettre, et on fait passer toute une série de messages sur comment on voudrait voir se mettre en place cette ESNB. Et puis ensuite arrive donc le congrès mondial de l'UICN en septembre 2021, donc à Marseille, avec à nouveau effectivement un discours très, très allant de notre président de la République. Ce combat, je veux que nous le menions ensemble, et je suis extraordinairement confiant. La situation est dramatique, mais notre volonté, c'est quand même des mots forts.
Hein. Et puis, donc, Madame Abba, donc, qui était secrétaire d'État chargée de la biodiversité, organise un séminaire de présentation de l'état de la SNB. Et son cabinet me demande de faire une intervention lors de ce séminaire sur les moyens nécessaires pour la stratégie nationale biodiversité. Intervention que je fais avec un spécialiste de la fiscalité, donc Guillaume Saint-Denis. Et je ne reviens pas, mais disons qu'elle a été diversement appréciée. Certains appréciant les propos assez forts et d'autres regrettant quand même qu'on casse un peu la baraque. Mais enfin bon, peu importe. Et puis, je vous mets sur le côté quand même quelque chose qu'on a fait lors de cette conférence, qui est la traduction en chinois de notre brochure sur les oasis nature. Et ceci parce qu'un de nos administrateurs, qui hélas ne peut pas être là aujourd'hui, a une épouse qui maîtrise le mandarin et qui nous a fait effectivement cette traduction de notre brochure en chinois. Donc voilà pour la conférence de l'UICN. Et puis donc se met en route donc après cette conférence de nouveaux groupes de travail et on reçoit donc en janvier 2022 un nouveau document, cette fois-ci rédigé, mais dans lequel effectivement à nouveau le CNB se plonge sur ce document. Et vous voyez par exemple qu'il y avait 5 chapitres et qu'à la fin du document, donc après une bonne trentaine de pages, il y a ce fameux document sur les moyens. Et alors bien sûr, on attendait quelque chose qui cette fois-ci nous dise des choses un peu concrètes et j'ai remis ici la rédaction que vous avez à la fin de ce document. Vous voyez que les mesures de cet axe 5 visent à la fois à financer les actions en faveur de la biodiversité. On peut quand même s'en réjouir quand même que les financements vont servir à des actions en faveur de la biodiversité, et puis à orienter au mieux les comportements des différentes composantes de notre société. Moi, qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas très concret du point de vue des engagements. Et donc le CNB, et non pas les petits drôles des ONG, donne un avis en février 2022 qui est très clair, c'est-à-dire de dire le CNB considère que l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis ne constituent qu'une nouvelle étape dans l'élaboration d'une stratégie et ne peuvent donc pas être présentés comme étant la stratégie de notre pays. Donc vous voyez un avis quand même assez fort. Mais quand même, effectivement, sort au mois de mars un document que vous avez ici à droite et dans lequel il y a marqué « Stratégie nationale pour la biodiversité ». Et puis tout à fait en bas, en tout petit caractère, mais je vous l'ai agrandi, il est marqué « Premier volet pré-COP 15 ». Donc vous voyez effectivement qu'il y avait un peu une ambiguïté dans cette parution. Et on avait écrit pourtant en février 2022 au président de la République, justement pour lui dire que le projet actuel n'était pas abouti et ne pourra sans doute pas l'être avant les échéances qui s'annonçaient, puisque c'était les présidentielles. Mais effectivement, il y a eu quand même cette parution de ce document. Et donc, cette fois-ci, côté ONG, en mars 2022, on fait un sondage IFOP avec les ONG sur les attentes des Français en matière de biodiversité. Et on l'envoie à tous les candidats au présidentiel pour dire qu'est-ce qu'ils pensent et quels engagements ils vont prendre. Bon, vous savez que c'est un jeu toujours un peu compliqué parce que ce n'est pas les candidats qui répondent, c'est leur staff de campagne. Donc c'est un exercice un peu disons, qui n'engage pas grand monde, mais enfin ça donne quand même une certaine popularisation à ce qu'on veut faire. Et puis, 20 mai 2022, un nouveau changement, cette fois-ci, c'est Amélie de Montchalin qui succède à Barbara Pompili. Et vous avez ici, effectivement, à notre bonne surprise, quelques jours plus tard, on est invité donc, avec les autres ONG au Muséum national d'histoire naturelle et ça a été une des premières sorties publiques de Madame Borne en tant que Premier ministre et avec les 2 secrétaires d'État. Donc là aussi, on s'est dit, tiens, il semble quand même que ça soit au rang de priorité importante. Mais effectivement, quelques semaines plus tard, nouveau changement, puisque c'est M. Béchu qui succède à Amélie de Montchalin. Et nous, on décide effectivement d'en remettre une couche et on sort cette fois-ci le petit livre vert
qui est nouvelle proposition pour une stratégie nationale de la biodiversité ambitieuse, efficace et partagée. Donc on en remet une couche sur la nécessité d'avoir des indicateurs, une gouvernance adéquate, des moyens nécessaires et puis une véritable ambition, effectivement, pour essayer de relancer la machine. Et donc ça veut dire qu'effectivement, se mettent en place à nouveau des groupes de travail pour définir des indicateurs clés, donc toujours le Comité national de la biodiversité, la COP15 en décembre, vous en avez entendu parler, et donc on décide au mois de mars de sortir cette fois-ci ce qu'on peut appeler le petit livre rouge, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le crash test de la biodiversité, 20 questions pour juger de l'ambition de la SNB. Donc ce document, donc, on l'a adressé effectivement au ministre concerné. On va sans doute le rendre public la semaine prochaine. Hein. Et donc là, on n'a pas fait des propositions. On propose un cadre de lecture en disant, ben voilà les 20 questions que nous nous posons et qui nous serviront à juger si cette ESNB est ambitieuse ou pas. Et donc, on attend maintenant le bébé. Donc nous en sommes là. Publicité gratuite, je précise que la FRB vient de mettre en ligne il y a 3 jours, non, c'est ça, le 20 mars, le jour du printemps, mais tu pourras en dire 2 mots. Aussi un document d'analyse des propositions de la version ancienne de la SNB. Donc on peut dire que nous avons tous les cadres de lecture, toutes les interrogations sont sur la table. Et donc maintenant, nous allons effectivement attendre que ce document nous arrive et nous aurons sans doute effectivement à nous positionner pour dire ce que nous en pensons. Donc je voulais vous rendre compte de tous ces efforts que nous avons déployés depuis 4 ans pour essayer d'obtenir cette stratégie biodiversité. Et puis, dans quelques semaines ou peut-être dans quelques mois, parce que là, les échéances, nous ne sommes pas maîtres des calendriers, eh bien, nous aurons sans doute à nous revoir. En tout cas, merci, parce que d'une certaine manière, vous nous avez soutenus à travers toutes ces actions. Nous rencontrons la secrétaire d'État dans 2 jours, sauf problème. Nous avons un CNB plénier dans lequel on aura peut-être des informations complémentaires. Et puis, donc, voilà où nous en sommes. Et merci beaucoup de votre attention et puis de votre soutien pendant toutes ces années. Merci beaucoup, Bernard. Et puis, comme vous l'avez vu, hein, c'est un travail collectif, interassociatif. Et je salue le président d'une des associations du Cap Nature et Biodiversité, Jérôme Fromageau, président de la Société française de droit de l'environnement, qui est avec nous aujourd'hui. Je vais inviter nos intervenants à venir s'asseoir et un moment d'échange avec vous. Si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations, nos intervenants sont à votre disposition. C'était tellement clair. Ah, Sylvain. Il va peut-être falloir que tu viennes, non, pour l'image. Pour l'image. Il est là. Puisque je vous rappelle que c'est filmé. Merci à nos intervenants. Ma question était pour en particulier Denis. Tu évoquais le fait que dans les nouveaux accords internationaux, il y avait la protection des écosystèmes naturels et puis ceux qui étaient non naturels. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait vraiment définir une frontière entre ces trois-là? Et comment on peut appréhender cette nouvelle vision de la nature, si on peut dire, dans les actions qu'on mène au sein de l'association? Alors, non, la frontière, effectivement, je crois mais là, je parle sous le contrôle de la salle, en fait. Hein, je crois qu'il y a un continuum quand même entre des écosystèmes naturels, entre guillemets, où la présence humaine est quasiment non perceptible, et puis des écosystèmes qui sont très transformés. Je pense que l'enjeu, c'est de se fixer des critères, donc des critères d'intégrité et des résiliences, qui forcément ne seront pas les mêmes pour les écosystèmes qu'on appelait naturels, et pour des écosystèmes agricoles et des écosystèmes urbains. Donc là, il va falloir effectivement que la communauté scientifique, mais pas que la communauté scientifique en l'occurrence, il y a l'ensemble des savoirs qui sont vraiment essentiels,
Ce que je peux dire en tout cas sur le plan de l'écologie scientifique, c'est que on peut avoir une idée quand même que ça va tourner autour des critères de composition en espèces, hein, de structure paysagère, hein, structure des sols, et puis de fonction écologique. Donc il y a ces trois dimensions, hein, pour évaluer l'intégrité et la résilience des écosystèmes. Et sur ces trois dimensions, à nouveau, la diversité est sans doute fondamentale, hein, diversité de la composition, diversité de la structure et diversité des fonctions écologiques. Voilà. Alors après, il y a une dimension aussi qui va devenir difficile, mais qui est importante à prendre en compte, c'est le problème de la question du changement climatique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la conservation de la nature, c'était souvent de se référer à la référence historique. Et on voit bien que, et notamment les gestionnaires d'espaces protégés, maintenant se retrouvent un peu en difficulté parce que dans un certain nombre de cas, ça n'est plus tellement pertinent, en fait, d'un point de vue écologique, d'un point de vue évolutif, hein. Donc il y a nécessité, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas important de conserver la nature, mais il faut trouver des critères. Donc des critères, il commence à se développer notamment un critère de dans quelle mesure l'écosystème que je gère en fait a la capacité d'accueillir les espèces qui vont arriver en réponse au changement climatique, avec la notion d'espèces néonatives. Les espèces néonatives, c'est des espèces effectivement qui arriveraient en réaction au changement climatique. Avec à nouveau, c'est là que l'intégrité et la résilience est intéressante parce que ça veut dire que même si la composition change, et ben ce qui va être important, c'est de toujours garder la diversité. Et diversité de la composition, diversité fonctionnelle aussi. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question. J'ai précisé, hein, les 20% d'habitat semi-naturel dans le paysage agricole, ça peut être déjà un critère qui est quand même assez intéressant, hein. Maintenant, en écosystème urbain, je ne suis pas sûr, il faut regarder la littérature, mais évidemment qu'il y a aussi des questions, mais ça commence à être réfléchi, hein, et je pense qu'avec le climat, il y avait un travail qui nous était présenté récemment, c'est que notamment le problème du déploiement du solaire dans l'urbain. Et le solaire dans l'urbain, pour que ça se déploie bien, pour que ça soit intéressant, il faut des bâtiments qui soient à des hauteurs différentes. Il ne faut surtout pas avoir des bâtiments qui sont tous à la même hauteur. Et d'autre part, il ne faut pas qu'ils soient non plus comme ça, horizontalement, verticalement, parce qu'il faut diversifier les flux. Ça permet de plus faire circuler l'air. Donc, rebondir sur des critères là, qui sont plutôt climatiques, en fait, on peut voir aussi comment on peut émettre des critères biodiversité. Jean-Pierre ? Bonjour, moi j'ai une question. Le rapport du GIEC vient de sortir. Le rapport du GIEC occupe le devant de la scène. Et la biodiversité n'occupe pas le devant de la scène. Et donc, dans vos missions respectives, je ne parle pas de celle de Bernard, puisque je suis le vice-président de cette association, donc je suis aussi responsable de cette stratégie. Mais comment envisagez-vous le fait de faire de la biodiversité, je dirais, une urgence humaine aussi importante que la question climatique, qui a une machine extraordinairement rodée maintenant. Voilà. Et même quand dans les rapports du GIEC, on voit des éléments de la biodiversité, ça n'est pas ça qui est retenu par les commentateurs, hein, par la presse, y compris le grand public. Un journal comme Le Parisien, par exemple, qui est un journal grand public, vous ne voyez pas apparaître le mot biodiversité. Donc c'est un enjeu aussi qui est important, c'est-à-dire comment on sort la biodiversité d'une certaine manière, un peu d'un anonymat. Bon, on aura l'occasion d'en parler cet après-midi quand Bernard présentera les orientations pluriannuelles, hein, mais on se heurte quand même, hein, de faire que ça soit pris au sérieux. Je m'excuse de dire des termes. On a l'impression que les gens sont assez contents. Ils sont même assez convaincus que c'est intéressant. Mais grosso modo, ça n'occupe pas le devant de la scène. Et il est probable que tous les discours que Bernard a soulevés tout à l'heure sur la SNB, hein, toujours encourageants de la part du président de la République, je ne porte pas de jugement sur la fiabilité de la parole de ce président, mais grosso modo, ça veut dire quand même que les groupes de pression, on va employer un terme, les lobbies, mais les groupes de pression n'arrivent pas à imposer la biodiversité sur la scène médiatique. Alors, je vous trouve un peu pessimiste, parce qu'il faut voir d'où on part et où est-ce qu'on est. Voilà.
Moi, quand j'ai commencé à... Alors, ça fait moins longtemps que vous, hein, c'est pour ça, j'ai moins de recul, mais quand j'ai commencé à vraiment m'occuper beaucoup plus de biodiversité, c'était vraiment un sujet dont mais vraiment personne n'avait rien à faire. Et on n'en parlait pas du tout. Il n'y avait pas de financement public dédié. Donc, on a fait beaucoup de choses. Il y a eu la loi biodiversité en 2016. C'est une première étape qui a mis des crédits du coup dédiés et affectés en ouvrant la capacité pour les agences de l'eau de financer la biodiversité, ce qui n'était pas le cas avant, alors qu'on avait une ressource affectée. Il y a eu effectivement depuis la COP 15, il y a le Congrès mondial de la nature. Donc on a eu un certain nombre d'événements qui ont permis de mettre la biodiversité plus au cœur de l'agenda médiatique. Et il y a eu aussi un travail effectivement de rapprochement des scientifiques. Enfin, moi je me souviens d'avoir organisé, à l'époque c'était quel ministre ? C'était avec Emmanuel Wargon en tout cas, je me rappelle. Où on avait organisé une première réunion entre des membres du GIEC et des membres de l'IPBES pour qu'ils se parlent. C'était dans les locaux de l'UNESCO, vous voyez, donc ça devait être en 2018 ou un truc comme ça. Et j'avais organisé ça à l'époque quand j'étais directrice des affaires internationales du ministère. Donc je pense que c'est vraiment mieux aujourd'hui que ça n'était. Alors après, il y a encore beaucoup de travail. Il est certain que les catastrophes climatiques qu'on a subies ces derniers étés, avec les feux de forêt très intenses, la canicule, aussi les sécheresses, les grosses inondations, ça impacte plus les gens et c'est plus visible que la disparition des insectes sur lesquels les gens finalement ils savent, ils entendent parler du fait qu'il y a la disparition des oiseaux, des insectes, ils le constatent dans leur vie. Mais ça n'a pas le même impact encore. Et puis il y a autre chose, c'est que je pense qu'il y a eu un mantra qui a très bien marché, c'est qu'est-ce qu'on a dit aux gens sur ce qu'ils pouvaient faire contre le changement climatique. Tout le monde a compris. Il ne faut pas prendre l'avion, il faut se déplacer différemment, il ne faut pas manger de viande, tous ces discours-là. Alors que sur la biodiversité, finalement, le sujet n'est pas encore vraiment clair dans la tête des gens. Moi, le nombre de gens qui me disent « Ah, mais moi, je trouve ça super, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Je leur dis « Tu manges bio ?» Non, pourquoi ? Il faudrait expliquer que les pesticides, c'est vraiment un problème pour la biodiversité. Bon. Donc je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas encore bien comprises par les citoyens. Bon, mais c'est que mon interprétation. Vous êtes au courant que la fonction publique doit être formée aux enjeux du climat. Et donc il y a les 25 000 cadres A. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi, quand je dis nous, c'est la FRB, en fait c'est surtout Hélène Soublet d'ailleurs, à mettre le pied dans la porte, c'est-à-dire qu'en tout cas pour les directions d'administration centrale, il y a eu aussi une formation biodiversité. Bon là c'est 170 à directeur d'administration centrale, quand on passe à 25 000 cadres A, c'est un changement d'échelle. Et là actuellement, il y a quand même un peu un recul de la part des ministères parce que leur appréhension c'est que la biodiversité c'est trop complexe, c'est-à-dire que déjà enseigner le climat. Bon, il y a les gaz à effet de serre, du coup, il y a une unité qui est assez simple, alors que biodiversité, ce qu'il s'agit de parler d'espèces, de gènes, d'écosystèmes. Donc, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas un effort qu'on a à faire, justement, de manière à ce que ça soit aussi plus simple, en tout cas que ça soit plus clair, parce que, voilà. Mais voilà, il y a d'une part ce qu'on peut faire, et puis aussi dire quels sont les enjeux. C'est pas toujours évident. Il y a des controverses aussi au sein de la communauté. Vous savez, toutes les controverses sur les services écosystémiques qui n'arrangent pas non plus les choses de ce point de vue-là. Voilà. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. Et du coup, moi, je suis d'accord avec Virginie sur le côté optimiste. Je fais partie de la génération Greta. Au lycée, quand on était en première, c'était la première fois dans les médias qu'on nous parlait du climat, je trouvais. Et moi, quand je regardais, j'étais sur le canapé, je me disais mais pourquoi on nous parle pas de la biodiversité, pourquoi on nous parle pas du vivant. Et vraiment aujourd'hui, je constate que ça a changé, ça a vraiment changé. Et moi, à la COP, ça faisait partie de mes convictions et de mes ambitions quand je vulgarise, quand je fais passer le message, c'est de parler surtout de la biodiversité. Et je pense qu'un des leviers forts, ça relève de l'éducation nationale, mais aussi l'éducation populaire. Et moi, dans Blair Wooder, c'est le message qu'on veut faire passer, c'est le message qu'on essaye de faire passer aussi quand on a l'occasion au ministre, c'est de se dire qu'il faut aussi transformer l'éducation nationale là-dedans. La dernière fois, j'étais à une conférence avec Marc-André Sellos, que vous connaissez, j'imagine. Il se bat aussi beaucoup pour ça. Et on a en discuté, c'est vraiment de mettre du concret, parce que je pense qu'il y a un truc qu'on oublie pas mal aussi, c'est que par rapport au climat,
qui peut paraître un peu rude quand on ne le connaît pas, donc c'est beaucoup de considérations physico-chimiques pour essayer de comprendre le mécanisme. Mais quand on parle de biodiversité, on parle quand même du vivant, on parle de nous, on parle de la sensibilité, on parle de nos sens. Et donc ça, je pense que c'est un levier qui est hyper puissant. Et en termes d'éducation, quand on emmène des enfants, ou même moi, ou même tout le monde, devant une mare et qu'on regarde les bestioles, c'est fort. Donc je pense que le levier de l'émotion, de l'émerveillement, il n'y a pas moi qui le dis, mais c'est quand même quelque chose de puissant. Donc voilà, juste, je pense qu'on peut être optimiste là-dessus, mais il faut que l'éducation nationale, j'ai l'impression, est un peu une forteresse, donc je ne sais pas dans quelle mesure on pourra changer les choses, mais en tout cas, voilà. Oui, moi je suis plutôt dans la génération Carlson. Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous savez que Claude Lorius est décédé il y a 2 jours. C'est quelqu'un qui, au moment de l'année géophysique internationale, avait passé un hivernage complet dans l'Antarctique dans des conditions extrêmement rudes. À l'époque, j'ai connu des gens qui revenaient à Gif-sur-Yvette au CNRS avec des morceaux de gaz dans lesquels il y avait des bulles pour commencer avec des accélérateurs de particules à doser le CO2. L'opinion publique, c'était quand je pense qu'on paye des gens à aller chercher des glaçons. Bon. Donc on a 20 ans de retard, hein, je veux dire, il ne faut pas oublier que les climatologues, avant d'être sur le devant de la scène, ils ont ramé aussi. Et dans le film qui a été dédié à Claude Lorius, il y a notamment une marche du siècle où on voit une déclaration du commandant Cousteau, paix à son âme, disant « Ouais, bon ». Donc je crois qu'il faut être obstiné, il faut être patient, il faut être imaginatif, il faut être passionné. Et le fait que justement il y ait des gens de tous âges, de toutes origines qui cherchent comment sensibiliser, comment intéresser et autres, je crois qu'il faut être déterminé, il faut avoir la mentalité des chevaux de trait. Et puis on va y arriver. Mais effectivement, il y a le temps que les gens s'approprient ça. Je vous donne juste un exemple. Rachel Carlson, moi je l'ai connue parce que c'est une océanographe qui avait écrit un bouquin sur les océans. Et dans ce bouquin, il était dit qu'en dessous de 600 mètres de profondeur dans les océans, c'était le noir absolu et il n'y avait plus de vie, c'était la zone azoïque. Bon. Ensuite, on a plongé avec des sous-marins, on a trouvé ces fameuses oasis de vie au fond des océans. Donc effectivement, le temps qu'on s'approprie cette nouvelle vision, eh bien, il faut respecter ce temps nécessaire, mais on va y arriver. Et la source d'espoir, c'est que la relève est assurée. Préparez-vous pour prendre une série de questions après, si vous voulez bien. Michel Delmas, donc je suis adhérent de l'association. Il marche, non? Depuis longtemps, mais je suis aussi, je parle aussi en tant que vice-président de Réserve naturelle de France et président d'un conservatoire d'espaces naturels. C'est une première question aux personnes qui sont allées à la COP. J'ai compris qu'il y avait une déclaration qui était sortie relative aux droits de la nature, à la COP, sur l'image un peu de ce qu'ont fait plusieurs pays sud-américains, je pense à l'Équateur, mais aussi la Nouvelle-Zélande, sur le fait de conférer des droits à un espace naturel. Et en Espagne, d'ailleurs, il y a une grande lagune méditerranéenne, j'ai oublié le nom, sur lequel l'État espagnol a accepté de conférer des droits. Et derrière, il y a toute une organisation de la société localement, pour que derrière, dès qu'il y a des atteintes portées ou même des projets de restauration de cette lagune, c'est des personnes qui peuvent rester au titre de la lagune. Voilà. Est-ce que pour vous, ces nouveaux droits de la nature, c'est quelque chose d'intéressant à l'avenir? En tout cas, j'ai compris que cette déclaration, c'est vraiment une décision. Plusieurs pays de l'Union européenne s'étaient opposés, mais finalement, elle a été adoptée. Est-ce que ça... Non, ça vous dit rien, visiblement? Comme il nous reste un quart d'heure, on va prendre une série de questions, je pense, ce qui permettra à nos intervenants de pouvoir répondre en fonction de leur intérêt et de conclure ensuite. Venez. Bonjour, merci beaucoup déjà pour vos interventions. J'avais 2 petites questions. La première peut-être plus pour vous. Je voulais savoir, en fait, vous avez parlé de l'impact plutôt positif sur la biodiversité des entreprises privées, j'imagine. Et je voulais savoir, du coup,
comment déjà on visualise ça, quels sont justement cet impact, enfin, quel est cet impact, et est-ce qu'on sait déjà un peu quel type d'entreprise fait ça? Et une deuxième question, peut-être plus pour un autre intervenant, donc sur la COP 15. Donc j'imagine pour aujourd'hui, c'est des normes qui ne sont pas coercitives. Comment est-ce qu'on va, est-ce que c'est possible déjà? Est-ce qu'il y a des États qui sont engagés à ces objectifs qui ont été définis, les transposer dans le droit, qu'il soit européen, qu'il soit national? Et du coup, voilà. Est-ce que ça va être des notions qui vont rester vagues ou ça va se définir dans le droit et ça va devenir des obligations qui vont qui vont être obligées ou qui vont obliger les États, pardon. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. Il y a quelques éléments de réponse dans le dernier écho d'Humanité et Biodiversité, notamment sur la transposition en droit européen. Il y a des textes qui sont en train un règlement communautaire, notamment sur les aires protégées, qui est en discussion. Et puis, donc, vous trouverez quelques réponses sur notre site et dans l'écho. Nouvelle question. Est-ce qu'il y aurait encore, ou on s'arrête à ces 3 questions et je repasse la parole à nos intervenants? Bonjour, moi j'ai une question pour Madame Dumoulin, savoir quels étaient les premiers retours concernant le rapport dont vous nous avez présenté les résultats. Merci. On commence par. Alors, sur les entreprises, il y a des entreprises de toute nature qui sont focalisées. Alors, mais il y a vraiment 2 sujets. Il y a le sujet de calculer leur empreinte biodiversité pour réduire leur impact. Et après, il y a le sujet de ceux qui vont dépenser de l'argent, qui vont acheter des terrains, qui vont acheter des arbres, qui vont faire des choses. C'est un peu 2 actions séparées. Et ce qui est très difficile, en fait, c'est de comptabiliser justement ceux qui font du positif. On n'a pas en France une grande tradition du mécénat. C'est pas, en tout cas pas dans le domaine de la biodiversité. Quand il y a du mécénat en France, c'est surtout dans le domaine culturel, où là c'est très fort. Et un peu social aussi, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, dans le domaine de l'environnement, il y a finalement assez peu de choses. Mais il y a quand même quelques fondations qui ont commencé et quelques entreprises qui ont fait des vrais engagements sur ces sujets-là. Mais elles sont très peu nombreuses. Voilà. Et ensuite, le type d'action qu'elles font, ça dépend vraiment aussi de leur business model. Il y a des entreprises qui font de l'agroalimentaire, par exemple, qui vont... à travers l'action qu'elles vont mettre en place pour modifier leur chaîne d'approvisionnement et la rendre plus biodiversité compatible, vraiment changer des choses et faire des actions très intéressantes. Je pense à Danone parce qu'ils ont fait pas mal de choses, mais voilà, même Nespresso a essayé de faire des choses sur des plantations de café pour essayer de rendre les choses de façon plus positive. Ils essayent aussi de faire beaucoup d'efforts pour calculer leur empreinte. Donc, par exemple, ils vont vérifier que ce qu'ils achètent n'est effectivement pas issu de la déforestation importée. Et donc là, il faut faire des photos satellitaires pour vérifier que les plantations de caoutchouc ou autres dont ils bénéficient, Michelin par exemple avait fait une action avec la BNP Paribas là-dessus pour essayer de savoir exactement d'où venait son caoutchouc et si réellement le caoutchouc qu'il achetait n'était pas issu de forêts en fait déforestées. Parce qu'il a l'impression qu'on lui vend quelque chose avec un certificat, mais il faut qu'ils aillent voir plus loin pour vérifier où est-ce qu'ils en sont. Donc voilà, c'est un peu vraiment avec ces deux voies. Les premiers retours sur le rapport, très rapidement, c'est un peu tôt pour le dire. Ce qui est positif, c'est que d'abord, il a été publié tout de suite. C'est pas toujours le cas. Le rapport sur les aires protégées, il n'a pas été publié officiellement. Bon, il a été transmis à des ONG, donc en fait maintenant il est public, mais il n'a pas été publié officiellement. Donc déjà, ça c'est positif. Et maintenant, on va voir effectivement dans la nouvelle SNB si un certain nombre des axes sur lesquels nous on a mis l'accent sont mis en avant. Mais c'est un peu tôt pour le dire. Alors sur la question par rapport à la COP, donc moi j'ai pas connaissance de quelque chose sur le droit de la nature. Donc j'avais travaillé beaucoup sur ce sujet quand j'ai fait un rapport sur le défenseur de l'environnement avec une ex-députée, rapport qui n'a pas non plus été publié. Et des fois, on a l'impression qu'on travaille un peu dans le vide, mais c'est comme ça. Par contre, par rapport à la norme, par rapport aux normes internationales, c'est toujours la même chose. L'Union européenne va mettre en œuvre de façon contraignante le GBF. Il y a le règlement sur la restauration qui est en cours d'adoption. Il y a déjà dans notre stratégie européenne le 30 par 30.
Donc nous, on est même, j'allais dire, allés à la COP avec nos normes déjà mises en œuvre pour d'ailleurs montrer aux autres pays que nous, on n'était pas en train de plaider pour des choses qu'on n'allait pas faire chez nous, qu'on n'était pas là pour faire de la préservation de la biodiversité uniquement dans les autres pays, qu'on allait s'appliquer à nous-mêmes ce que nous étions en train de prôner à la COP. Et c'était très important. Je vais reprendre un autre exemple très important, c'est évidemment les 50% nitrates et les 50% pesticides. C'est dans la stratégie Farm to Fork. Donc on est arrivé à la COP, enfin moi je l'ai dit les yeux dans les yeux aux Indiens, je leur ai dit mais non, nous c'est dans notre stratégie, on va le faire. C'est déjà en œuvre pour 2030. Bon après est-ce qu'on va y arriver, c'est un autre sujet, mais on se l'est appliqué à nous-mêmes en tout cas de façon réglementaire. Par contre effectivement c'est pas des textes contraignants, c'est le problème du droit international. Hein. Il y a aussi la magnifique victoire qu'on vient d'avoir là sur le BBNJ, hein, sur l'accord sur la haute mer, qui d'ailleurs est aussi en partie a été gagné grâce au 30 par 30. Si on n'avait pas eu le 30 par 30 sur les mers, on n'aurait jamais eu le BBNJ. Donc on voit bien que toutes ces choses-là sont liées, mais après c'est des accords internationaux. Donc il n'y en a pas de tribunal mondial de l'environnement qui pourrait traîner Bolsonaro en justice. Oui, peut-être. Parce que la lecture du cadre mondial, donc le GBF, quand tu parles de GBF, c'est le cadre mondial biodiversité, c'est que en fait, c'est un exercice d'intelligence collective à l'échelle mondiale. Hein, donc c'est en ça qu'il y a vraiment une richesse, il y a une puissance. Et puis c'est une boîte à outils. Après, c'est libre, j'allais dire libre aux États hein, de s'en saisir ou de ne pas s'en saisir. Et après, vouloir poser les mêmes règles aux différents États, réduire de 50% les risques liés aux pesticides pour le Congo, c'est pas sûr que c'est beaucoup de signification. Donc clairement, il y a besoin d'un ajustement. C'est pas les mêmes enjeux pour les différents ensembles régionaux. Voilà. Donc, mais à nouveau, hein, l'Europe, effectivement, elle peut être plus ambitieuse et donc elle peut rebondir effectivement sur cet outil qui est quand même assez fantastique. Et ça va me faire le lien quand même avec la SNB3 et de mémoire, parce que ça fait quand même déjà ça. La critique principale que fait la FRB hein, sur la SNB3, alors le document est disponible là, sur notre site web, d'ailleurs comme notre analyse de la COP 15, c'est que notamment donc, il y a effectivement cette ambition de rendre une économie plus compatible avec la préservation de la biodiversité, mais il n'y a pas de précision de aucun outil qui vont être utilisés pour le faire. Donc on ne sait pas comment ça va être fait. Oui, et ce point de vue-là, la cible 15 justement du cadre mondial, il est plus précis, donc il faudra maintenant que l'État français explique comment il va faire. Voilà. Oui, juste par rapport au droit de la nature. Alors moi, j'ai pas non plus idée, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai simplement participé à une conférence aussi avec Marine Calmet, qui est de Wild Legal, peut-être une association que vous connaissez, qui est juriste en environnement, et moi qui m'a pas mal appris à ce sujet-là. Et je sais qu'elle travaille en ce moment sur le droit de la nature par rapport à la Seine, avec la mairie de Paris, il me semble, pour donner, pour faire sens, voilà. Et je sais qu'elle a beaucoup travaillé aussi en Guyane sur le projet de la Montagne d'Or, et sur un projet, quand j'étais à la Terre au Carré là, avec Francis Allais, il y avait aussi Marine Calmet, et elle parlait d'un autre combat qu'elle avait en ce moment, c'était par rapport à un projet de bioénergie, qu'il y a en Guyane actuellement, un projet européen qui était porté par des députés français. Et donc voilà, moi c'est les seuls, mais après je ne connais pas vraiment plus. Et petite parenthèse, mais c'est vrai que le petit film que je montrais à la bande-annonce à la fin de la Guyane, ça nous rappelle aussi, moi je l'avais beaucoup en tête à la COP, la responsabilité qu'a la France sur ayant le territoire guyanais, qui est le seul territoire ultramarin européen sud-américain. Et c'est vrai que quand on y est, on s'en rend encore d'autant plus compte. Et je vais juste rajouter un deuxième point par rapport à l'histoire du droit mot international. C'est vrai que nous, en tant que jeunes, quand on allait voir les ministres et autres, on se servait un peu même si c'est du droit mou, il y a un côté un peu d'argument d'autorité. En fait, ils s'y engagent. Dans ce cas-là, ça nous permet d'avoir un contrat, un texte en disant, ben voilà, les gars, vous avez dit ça, ça serait bien de le faire. Et notamment pour la SNB3, nous, quand on l'a épluché, quand on a pris le grand livre blanc aussi, on s'est dit, ben voilà, si on arrive à glisser quelques mots de jeunesse dans la stratégie nationale de biodiversité, on aura un argument d'autorité pour dire, bon ben maintenant il faut le faire. Donc moi, je le voyais, enfin moi en tout cas, je le voyais plus comme ça, en disant, bon ben voilà, faites-le maintenant. Oui, sur la question du droit, moi il me semble que tout le monde a des choses à dire pour faire changer les représentations. Donc que le droit puisse contribuer à faire changer les représentations, mais aussi les scientifiques qui essayent d'expliquer les choses.
mais aussi, et c'est pour ça qu'on a fait par exemple ce concours à voix haute pour la biodiversité, dans lequel, si c'est des rappeurs qui disent qu'il faut s'occuper de la biodiversité, c'est bien, et si c'est des artistes, si c'est des poètes, etc., je crois qu'effectivement, il faut, pour qu'on ait ce changement de représentation, mobiliser toutes les ressources qui peuvent parler aux uns et aux autres en fonction de leur histoire, en fonction de... Et puis rappeler quand même, et ça je trouve que c'est un argument qui passe assez bien, rappeler en fait que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et dans une partie de la planète où il fait quand même relativement bon vivre, c'est grâce à la longue histoire de compagnonnage avec la biodiversité. Et donc, effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que, effectivement, nous avons bénéficié tout au long de l'aventure humaine des services de la biodiversité. Donc il faut effectivement trouver les moyens de donner envie. Et le droit, par exemple, quand on parle effectivement des êtres vivants, moi, j'aime bien dire aux gens, quand vous allez dire, tiens, je vais détruire un être vivant, posez-vous toujours la petite question, de quel droit? Bon, de quel droit? Et vous pouvez avoir de bonnes raisons. Mais quand même, à chaque fois que vous attentez à la vie d'un être vivant, dites toujours de quel droit. Oui, je vous propose que ce soit le mot de la fin, de remercier très très chaleureusement nos intervenants. C'était un plaisir et j'espère que ça vous a plu. Et avant de partir, puisqu'on parlait quelle représentation on a de la biodiversité, la parole aux jeunes sous forme de rap, sous forme de... On vous propose de vous montrer au moins la vidéo, enfin les vidéos, on ne donnera pas le prix du jury parce que ça va mettre mal à l'aise Nathan, qui a rejoint l'équipe d'Humanité et Biodiversité, qui était un des lauréats de ce concours à voix haute pour la biodiversité l'année dernière. Mais vous passez la vidéo de Ferris, et peut-être donc du premier et deuxième prix, et on pourra se quitter sur ces images. Ça, c'est le premier prix. Si l'humain détruit ce monde, ce n'est pas par bêtise, mais par manque d'attention. C'est parce qu'il grandit dans une époque où on lui apprend à gagner sa vie plutôt qu'à la vivre, où on lui inculque le souci de l'argent et non le souci des gens, où ses seuls modèles sont le culte du moi et la puissance des grands rois. S'il détruit ce monde, c'est parce qu'on le pousse à le conquérir plutôt qu'à le chérir. C'est parce qu'on vit dans une époque qui éteint nos cœurs en allumant des écrans que l'on s'endort en cœur en muselant notre cran. Notre cran de dire non à cette fiction d'une âme qui ne s'épanouit que dans le confort des profits, alors qu'elle ne se sent en vie que quand le monde lui sourit. Mais le monde nous sourit déjà à chaque instant. C'est nous qui le rendons triste à cesser de le voir. Alors l'humain s'entasse dans des villes loin de la nature. Il la bétonne et la brûle pour agrandir ses villes. Puis il cherchera toute sa vie ce qu'elle seule peut lui donner. La paix de vivre quand on cesse de courir. L'homme n'est pas un animal négligé, c'est un animal qui s'est oublié. Alors si dès son plus jeune âge, on lui enseignait à regarder la beauté de ce monde, une beauté dont il fait partie, peut-être s'éveillera en lui l'impulsion de la préserver. Donc ça, c'était le premier prix des membres du jury. Et le deuxième prix... J'aimerais qu'on s'entende. Nos rapports avec la nature ne sont pas consentants. Et bien que d'elle on soit dépendant, sans préservatif, sans protection ni pour elle ni pour nous, on la ken et on met du plastique pour qu'elle ressemble à Barbie. On dérègle tout, on fait déborder la scène, on prend tout sans contrepartie. Faut insister parce que c'est presque un inceste, ce qu'on a fait à celle qui est à l'origine de tout, à l'origine de nous. 1, 2, 3. C'est le temps de l'humanité si l'histoire de la Terre en 24 heures était condensée. 3 secondes, c'est le temps qu'il nous a fallu pour tuer nos colocs. C'est moins rapide qu'un TikTok. Mais est-ce qu'on est des ventriloques? Car à la nature on lui met profond et elle nous christope. Elle nous dit qu'on est la maladie mais qu'on peut être l'antidote. Même dans mon dernier cauchemar, la nature nous alertait. C'était avec des feux devant moi, des flammes et ces forêts qui meurent comme Johnny parce qu'on a allumé le feu. Et puis cette voix qui vient des incendies qui me dit que ça va sans dire. La danse du feu va continuer et va se propager. Qu'à feu et à sang, toute la planète finira. Et dans le feu un blanc, un silence. Les oiseaux ne chantent plus.
le vivant, a disparu. Triste, triste mais probable si on reste perdu, si au lieu de tomber éperdu à la vue de ses nervures, on cherche juste les hydrocarbures, si au lieu de regarder les étoiles, d'imaginer Mercure, on laisse le capitalisme faire fondre le permafrost et libérer le mercure. J'aimerais vous dire que ça va aller, arrêtez de nous accabler. J'aimerais vous dire que ça va aller, arrêtez de nous accabler. Mais c'est pas un slam, c'est un tribunal et de la vérité, on s'est trop préservé. La vérité, je la regarde dans la glace. Miroir, miroir, mais ça répond pas. Sûrement parce qu'elle a fondu. Faire pipi dans de l'eau potable, faut vraiment être tordu. On a dépouillé notre daronne. Elle est à sec comme la Loire et la Garonne. Plus d'eau donc plus de fable comme la fontaine. Et si moi j'ai volé la plume à Montaigne, c'est peut-être pour que vous partagiez ma peine. L'arche de Noé s'est échouée. Il a sauvé les animaux, mais est-ce que Noé aurait dû monter? J'ai pas la réponse, mais c'est pas comme si tout ça nous préservait de la dépression, de la pollution. On est tous perdants quand les fleurs ont mal. Alors Baudelaire, toi, du ciel vois-tu que les fleurs ont mal? Que l'enfer est tombé du ciel? Nous ici on voit rien, s'émerveiller devant les autres vivants ou ceux qui restent au moins. On ne prend pas le temps de le faire, par peur de le perdre. Mais le temps, on le perd dans tous les cas, alors autant le faire, croiser le fer, avec tous ceux qui ne respectent pas les conifères, car c'est toujours la faute des autres. Mais les autres, c'est nous. Et si l'enfer, c'est les autres pour Sartre, pour la nature, c'est bien nous. Merci, merci encore à tous. Et donc, il y aura une seconde édition de ce concours à voix haute pour la biodiversité encore cette année. N'hésitez pas à vous inscrire. Ça a été dit, c'est important pour nous aussi d'entendre la jeunesse et sa manière de s'exprimer sur cet enjeu qui est la lutte contre la perte pour la biodiversité. Et puis on a un autre projet avec l'Office français de la biodiversité, toujours à destination des jeunes, une série de podcasts. Les jeunes parlent aux jeunes. Donc Marius, prépare-toi peut-être à participer à réaliser un podcast pour parler aux personnes de ta génération, parce que très certainement, tu le feras bien mieux que nous. Et on compte sur vous pour prendre le relais. Merci à tous en tout cas. N'hésitez pas à aller sur le site d'Humanité Biodiversité. Si vous n'êtes pas adhérent, n'hésitez pas à adhérer. C'est déductible des impôts. Et ce qui fait notre force, et notamment dans nos actes de plaidoyer et tout ce qu'on vous a raconté sur la stratégie nationale biodiversité, notre légitimité, on la tire du nombre de nos adhérents. Donc parlez d'humanité et biodiversité, adhérez, faites adhérer, et merci par avance.